L'histoire commence avec une personne aux longs cheveux blancs, au centre de ce qui semble avoir été une bataille acharnée. On voit que cette personne utilise une sorte de magie, dans l'espoir de contacter un survivant, et de lui demander de faire au moins un peu de bruit, si elle ne peut pas parler. Plusieurs cercles lumineux apparaissent tandis que l'être au manteau blanc plaide. Cependant, il semblerait qu'il soit le seul survivant. Devant lui, on voit celui qui a consolidé les démons pour la première fois, provoquant l'effondrement de l'humanité. On voit que même les enfants n'ont pas été épargnés. Heureusement, l'homme aux cheveux blancs était au bon endroit au bon moment pour sauver un bébé qui était sur le point d'être dévoré. On voit que l'enfant était enveloppé d'une magie verte brillante. Au même moment, on découvre que les démons venus du royaume des démons et les mages de la tour blanche qui suivent le protagoniste mettent presque en péril l'avenir de l'humanité. L'être à cornes charge avec son épée l'homme aux cheveux longs et au manteau blanc, mais finit par perdre la tête, littéralement. Une jeune femme aux cheveux verts apparaît et dit que le 28 avril, elle a confirmé la mort du grand prêtre. Il s'agit d'Anna Solas, le dernier dragon du monde et l'observatrice qui consigne l'histoire. Détournant le regard, la jeune femme dit qu'elle a une bonne et une mauvaise nouvelle. Le mage lui demande donc de commencer par une mauvaise partie. La jeune femme dit alors que l'armée de démons a réellement envahi la tour blanche et a anéanti la plupart des mages. Cependant, la bonne nouvelle est que les forces impériales arrivent plus tôt que prévu et ont réussi à sauver une partie des survivants. La main sur le menton, l'homme dit qu'entendre cela est un soulagement et qu'il ne regrette pas son choix, car les personnes qu'il a choisies sont juste là, devant lui. Edna demande à l'homme s'il a autre chose à dire. En regardant son gant sale, il demande à la jeune femme de prendre soin de ses disciples, car ils sont encore jeunes et impatients. S'inclinant, la jeune femme promet qu'elle leur rendra visite de temps en temps. En riant, un mage demande comment un dragon peut incliner la tête devant un simple humain. Et Edna dit alors qu'il mérite ce geste et que le continent, et elle n'oubliera pas les sacrifices consentis par les héros de la tour blanche. Sur le point de partir, l'homme dit que cela doit certainement être le cas, révélant la pensée que ce serait un mensonge de dire qu'il ne regrette rien car il n'a jamais été un bon leader. Mais si d'une manière ou d'une autre il avait une autre opportunité, même s'il était traité de méchant, il vivrait une vie égoïste, juste pour son peuple, car c'est comme ça qu'il veut vivre. Nous découvrons que le maître mage de la tour blanche, auquel Edna a fait référence plus tôt, était l'homme au manteau blanc connu sous le nom d'Oscar Sage. Nous voyons que la bataille a éliminé au total 153 mages de différents niveaux, le maître de la tour et le grand prêtre. Quelque temps plus tard, par une journée ensoleillée, un garçon aux cheveux noirs est allongé dans son lit, tandis qu'un autre jeune homme aux cheveux bleus est à ses côtés. Soudain, le garçon lion se réveille extrêmement surpris, au point de frapper accidentellement le garçon aux cheveux bleus, qui finit par renverser l'eau qu'il transportait dans un bol. Un peu irrité, le jeune homme dit qu'il allait juste changer la serviette, et maintenant il est tout trempé, et que le garçon aux cheveux noirs n'a même pas montré la moindre gratitude pour les soins reçus. Posant sa main sur sa poitrine, le protagoniste se demande s'il a dormi tout ce temps, réalisant que le plus important est qu'il ne soit pas mort comme il l'espérait. Bien que le grand prêtre l'ait frappé directement avec l'épée, désespéré, il demande à voix haute ce qui se passe. Un homme blond apparaît et semble surpris et furieux que le garçon se réveille, déclarant qu'il va maintenant s'assurer de le transformer en humain, tandis que le garçon aux cheveux bleus tente de contenir sa fureur. Les prenant tous les deux au dépourvu, le protagoniste demande comment il fait pour être encore en vie. Très en colère, l'homme blond demande s'il ne trouve pas aussi surprenant qu'il respire encore. Indifférent aux menaces, le garçon lui demande de lui expliquer en détail la situation actuelle, car il semble être un mage. Les yeux en sang, l'homme lui demande ce qu'il entend par expliquer. Et sur le point d'attaquer le protagoniste, il dit qu'il a perdu le contrôle, et qu'il devrait réfléchir à ses actes, et implorer son pardon. Notre garçon, voyant une main se diriger vers son visage, se demande si le mage est un assassin planté par les démons, décidant dans ce cas d'activer sa magie de protection contre le vent pour faire plier le poignet de l'attaquant comme de la paille, qui, étant de bas niveau, aurait dû se battre 2 fois avant d'attaquer. À la surprise du garçon, la magie qu'il a activée commence à s'estomper. En regardant ses propres mains, il se demande quel genre de sort pathétique c'était. Sans aucune blessure, l'homme fait l'éloge du pare-brise du protagoniste et dit « Au moins, il n'a pas joué tout ce temps et qu'il va reporter la mesure disciplinaire pour détournement de fonds de recherche afin de pouvoir se concentrer sur son rétablissement. » Réfléchissant, le protagoniste déclare que le pare-brise a disparu au moment où il a utilisé cette magie. Et alors qu'il réalise que son énergie est très faible, le garçon aux cheveux bleus lui demande s'il est fou d'attaquer l'ancien Maxon. Sans se soucier de tout cela, Oscar demande quel jour on est, et aussitôt, le jeune homme lui répond que nous sommes le 21 septembre, révélant à son tour que le garçon est resté inconscient pendant au plus une journée. Confus, le protagoniste demande au garçon d'appeler Lloyd, Gilly ou Chacha, car il veut savoir ce qui s'est passé de la bouche de l'un d'eux. Le jeune homme aux cheveux bleus demande alors pourquoi son ami prononce le nom du maître de la tour de manière si informelle, et pourquoi il ne se souvient pas que Lloyd a quitté la tour blanche et est devenu un disciple de la tour rouge avec Gilly. Perplexe, notre garçon réalise que le jeune homme en face de lui ne semble pas mentir. Puis il demande si, dans ce cas, Sacha, un enfant de 5 ans, est le maître de la tour blanche. Le jeune homme confirme, mais demande pourquoi il ignore 20 ans. Dans ses pensées, Oscar se demande pourquoi il est si en colère contre un simple garçon. Il remarque pour la première fois, en regardant son reflet dans la fenêtre, son apparence actuelle. Les yeux écarquillés, il se demande qui est en face de lui. Quelque temps plus tard, nous découvrons avec le protagoniste que 20 ans se sont écoulés depuis sa mort et que la ville s'est beaucoup développée pendant cette période. Elle a maintenant des voitures et des lampadaires, tout cela grâce à la révolution de l'ingénierie magique. Observant tout d'en haut,
Le garçon dit que ses amis de sa vie précédente auraient adoré voir tout cela, car à l'époque où le monde s'effondrait, nombreux étaient ceux qui pensaient que c'était la fin. Mais maintenant, sa mission est de rassembler autant d'informations que possible sur le propriétaire de son corps actuel. Peu après, le garçon découvre qu'il s'appelle Oscar Crushen et qu'il a été recueilli par la Tour Blanche à l'âge de 10 ans. Étant un mage de niveau 1 issu d'une famille noble ruinée et très mauvais en magie, il a détourné des fonds de recherche sous la pression pour acheter un élixir illégal et s'est évanoui après l'avoir bu, tout cela dans le but d'augmenter sa capacité de mana, même au risque de ne plus jamais se réveiller. Pensant, Oscar Sage en conclut que le garçon est sûrement décédé après avoir bu la potion. Mais à sa grande surprise, il finit par découvrir que son nouveau corps possède trop de mana pour quelqu'un de niveau 1. Étant principalement constitué de mana pur et non raffiné, il se demande si cela n'est pas le résultat de l'acte imprudent de Crushen. Soudain, une très forte lumière bleue commence à rayonner de son abdomen. Au même moment, quelque chose semble sortir de son doigt. Une goutte de substance gluante noire finit par couler sur le sol, laissant notre garçon un peu effrayé, en réalisant qu'apparemment la substance est toxique. Sans rien comprendre, il se demande pourquoi son corps actuel est empoisonné. Mais affichant un bref sourire juste après, il montre qu'il comprend désormais parfaitement ce qu'il se passe, et que l'élixir n'était pas faux comme tout le monde le disait. Cependant, son hôte ne savait pas qu'il y avait du poison dans la fiole, ce qui signifie que Crushen n'est pas mort d'une explosion humaine, mais plutôt d'une quantité absurde de poison dont le niveau était bien trop élevé pour avoir été utilisé pour éliminer un simple mage de niveau 1. Donc, sans lui, aucune trace n'aurait jamais été retrouvée. Se levant de sa chaise, Oscar déclare qu'il ne sait pas qui a joué avec son âme. Mais en tout cas, il a reçu la seconde chance qu'il désirait tant avant la fin. Et il vivra une vie égoïste pour son peuple, comme il l'avait promis, ce qui est malgré tout un bon début. Tenant l'élixir, le protagoniste promet également qu'il vengera Crushen en guise de paiement pour lui avoir prêté son corps. Pendant ce temps, aux abords de Sarn, on voit quelqu'un annoncer qu'il y a des nouvelles de la boutique. Énervant, un homme en blazer marron réprimande son employé pour ne pas l'avoir appelé patron lorsqu'il s'est approché. Après s'être excusé, le jeune homme l'informe qu'un mage a complètement détruit la boutique, ce qui rend l'homme encore plus furieux. Le serviteur dit alors que le mage s'enquérait de la personne qui a vendu l'élixir et demande si cela aurait pu être Oscar Crushen. Plus calme, le patron dit non. Et inquiet, le garçon demande si cela n'aurait pas pu être la Tour Blanche qui a décidé d'enquêter sur l'affaire. Encore une fois, l'homme dit non, car celui qui a piégé Oscar appartenait à la Tour Blanche. Quelqu'un s'approche et demande qui serait assez bête pour ne pas retirer sa bague d'identification avant de faire une chose pareille. On voit Oscar Sage entrer par la porte, mais les hommes ne savent pas qu'il n'est pas en train de broyer. En réfléchissant, notre garçon révèle qu'il a suivi l'odeur laissée sur la fiole et a pu découvrir que de nombreuses personnes sont impliquées. L'homme assis sur le canapé demande si c'est le garçon qui a détruit sa boutique, et il répond que oui, et qu'il est très intéressé par ce dont lui et l'autre jeune homme parlaient, afin qu'ils puissent continuer leur conversation. À bout de patience, le patron dit qu'il avait pensé à le laisser partir, mais que dans ce cas, il n'y a pas d'autre choix. Il ordonne alors à ses hommes de main de s'occuper du protagoniste, qui obéit immédiatement. Le regard sombre, Oscar dit que si c'est le jeu auquel l'homme veut jouer, il est partant. Il lance rapidement son sort appelé Wing Cutter sur l'homme qui finit par perdre la tête, littéralement. Dans ses pensées, un garçon montre sa déception, car il ne visait pas que la tête. Choqué, l'homme au blazer marron hurle et attrape son revolver, en injuriant Oscar. Plusieurs balles volent vers le garçon, mais il sourit en disant que c'est assez intéressant. Il active alors son pare-brise en se demandant quel principe est utilisé pour produire autant d'énergie. Abasourdi, l'homme demande comment il a arrêté les balles, surprenant le garçon en découvrant comment s'appellent ces choses. Il dit alors qu'aussi intéressantes que soient les balles, il va les renvoyer pour l'instant. Sans corps par balle, l'adversaire du protagoniste encaisse simplement l'attaque sans pouvoir rien faire. Même blessé, il continue de cracher des insultes. Mais Oscar prévient que personne n'entendra rien car il a insonorisé la pièce. Choqué, l'homme demande comment c'est possible et notre garçon dit qu'il a utilisé Soundbind et qu'il aimerait maintenant que l'homme coopère et lui dise qu'il l'a piégé. Le problème, c'est que l'homme reste têtu et finit donc par se faire frapper au visage. D'en haut, Oscar montre son admiration devant le fait que son adversaire préfère garder sa fierté plutôt que sa vie, puis active un autre sort tout en maintenant fermement son pied sur le visage de l'homme. Au sol, l'homme se met à crier. Le protagoniste dit alors que maintenant qu'il a canalisé le vent dans le corps de l'homme, il doit ressentir une douleur incommensurable. Il déclare ensuite qu'il n'aime pas torturer les autres à cause du bruit. Suppliant, l'homme le supplie d'arrêter et dit qu'il va tout lui dire. Désactivant sa magie, le protagoniste lui demande de tout dire sur son assassin. Une main sur son cou, l'homme en blazer dit qu'il a été payé pour vendre l'élixir au garçon à bas prix et que la personne qui se cache derrière avait le visage couvert d'une capuche mais portait la bague des Tours Blanches. Pensant que notre garçon en conclut que ce n'était qu'un stratagème pour tromper l'homme, toujours désespéré, le type dit que la mystérieuse personne avait une odeur de menthe rafraîchissante. En emmagasinant toutes ces informations dans son esprit, le protagoniste demande comment il comptait gérer les conséquences après sa mort. L'homme dit alors qu'il ne pensait pas que la Tour Blanche enquêterait, donnant des informations encore plus précieuses sur la suppression des 4 principales tours magiques, ce dont Oscar n'avait aucune idée. Le protagoniste dit qu'il a oublié cela après avoir pris l'élixir, et l'homme dit alors qu'il va lui remettre les documents. Debout, l'homme en tenue marron se dirige vers la commode, et revient avec plusieurs dossiers indiquant qu'ils contiennent tous les documents pertinents.
Oscar décide de commencer par un dossier contenant des informations sur la Tour Blanche, qui indique qu'après son sacrifice parmi toutes les tours magiques, la Tour Blanche a produit les pires résultats de l'année précédente. Inquiet, notre garçon se demande comment la Tour Blanche n'a pas de magie avancée s'il a demandé à Edna de s'en occuper. Il demande alors à l'homme de lui faire part de la situation actuelle des 4 principales tours magiques. Nous découvrons que la Tour Jaune de l'Est, qui contrôle la foudre, a inauguré la grande ère de l'ingénierie magique, tandis que la Tour Bleue du Sud a contribué à l'eau potable, à l'agriculture et au commerce de potions. Pendant ce temps, la Tour Rouge de l'Ouest, qui salue le désert, s'est jointe aux militants et a participé aux missions de subjugation des monstres. Notre garçon pose ensuite des questions sur la Tour Blanche. L'homme dit qu'elle ne fait que des livraisons, ce qui le laisse sous le choc, car il n'aurait jamais imaginé qu'une telle chose arriverait. Oscar décide de demander à l'homme s'il parle de livraison d'objets, et il confirme en disant que la tour abrite des chevaliers du vent qui peuvent voler, révélant ainsi que la situation est bien pire que ce que le protagoniste imaginait, car autrefois, les mages de la Tour Blanche planaient dans les cieux et les régnaient, étant comparés à des dragons et des aigles. La main sur le visage, le garçon demande qui est responsable de cela, et l'homme répond « Pour autant qu'il sache, c'était l'actuel maître des lieux », faisant comprendre au protagoniste qu'il s'agit d'un de ses anciens disciples. Changeant de sujet, il demande pourquoi la Tour Bleue se lance dans d'autres types de commerce que les potions. L'homme répond alors que c'est parce que cette tour a spécifiquement le monopole du marché des potions. Sur ce, ils se sont concentrés sur la vente d'eau potable à un prix élevé et sur l'apport de pluie dans les zones arides. Ne comprenant pas, le protagoniste s'interroge sur la raison de la vente d'eau potable et apprend que c'est une nouvelle tendance chez les riches. Irrité, il dit que les mages de la Tour Bleue se comportent comme des clowns, juste pour gagner plus d'argent. De retour au document, le garçon découvre que le festival du Chevalier Blanc est la dernière chance pour la Tour Blanche de prouver sa valeur. Le problème est que l'événement aura lieu dans seulement 7 mois. Soudain, l'homme dit que quelque chose ne va pas avec son corps, ce qui pousse Oscar à se demander s'il ne devrait pas le sauver en raison des informations utiles qu'il a fournies. En lisant les documents sur la Tour Jaune, il découvre de nombreux crimes qui y ont été commis et reste sans voix. Debout, il dit que l'homme est pratiquement un tas de saleté avec des jambes, ce qui montre qu'il a choisi de ne pas le sauver, espérant patiemment que l'homme sera une bonne personne dans sa prochaine vie. Le lendemain matin, à la Tour Blanche, nous voyons Oscar arriver dans ses quartiers complètement épuisé. Assis dans son fauteuil, il n'arrive pas à croire qu'il soit aussi fatigué rien qu'en utilisant quelques sorts de base, et il se demande si dans son état actuel, il sera capable d'utiliser cette magie, celle qui a fait de lui le plus grand mage de l'histoire de l'humanité, appelé Winarchive. En essayant d'utiliser le sort, le garçon remarque qu'il se dissipe et conclut qu'il ne peut toujours pas l'utiliser, et qu'il a besoin d'un aperçu complet de l'état actuel de son corps grâce à un scan magique, tout en continuant à étudier les informations concernant Oscar Crushen, car ses souvenirs sont en désordre, et il est crucial de tout savoir sur son hôte s'il veut sauver ce corps. On découvre que le jeune homme décédé n'est autre que le cheveu du comte Crushen, et le seul survivant d'un incendie désastreux. Le pouvoir du garçon a été reconnu très tôt par les mages, au point que des bagarres ont éclaté à propos de son recrutement. Ainsi, pendant ces 6 années, il a fréquenté le collège de magie. Il n'a obtenu que de bonnes notes, et a prouvé à tous, par la publication d'une thèse, qu'il était vraiment un génie. Cependant, il n'a jamais dépassé le niveau 1 et a vécu assez mal. Tout cela à cause de son syndrome de déficience en mana, qui l'a empêché de devenir un grand mage. Notre protagoniste écarquille les yeux lorsqu'il découvre que son hôte était atteint d'une maladie, tout en pensant que désormais tout a du sens. Soudain, il remarque que le scan est terminé, choisissant de consulter immédiatement les résultats, s'attendant déjà au pire. Mais à sa grande surprise, le soi-disant syndrome de carence en mana n'a pas été identifié. Et tous les problèmes du garçon sont survenus parce que quelqu'un avait scellé son circuit magique. On découvre que le syndrome est une maladie dans laquelle on ne peut ni faire circuler, ni accumuler de magie, et que le nombre de circuits physiques d'un mage détermine son niveau. Cependant, les circonstances de Crushen sont différentes, puisque son circuit physique n'a pas été déformé naturellement, mais a été délibérément lié par quelqu'un. Dans ses pensées, le protagoniste se demande comment le garçon n'a pas réalisé qu'il n'avait pas le syndrome s'il était un génie. Il dit ensuite qu'il aurait été bien que le garçon tienne un journal intime, car selon Frank, le jeune homme était alcoolique. Mais il ne sait pas maintenant si c'était un personnage délibérément créé, au cas où Crushen aurait découvert que son circuit avait été bloqué exprès, et aurait décidé d'agir comme un playboy, et aurait choisi l'élixir illégal, simplement parce qu'il ne pouvait faire confiance à personne, ayant donc besoin de défaire les chaînes qui le liaient tout seul. Posant plusieurs livres sur la table, Oscar déclare qu'il sera capable de défaire le nœud. Soudain, quelque chose attire son attention. Un livre sur la réinterprétation de la magie de base. Déterminé à ne pas perdre de temps, le protagoniste commence à feuilleter les pages et découvre diverses notes sur des sorts, notamment le coupe-vent, le pare-brise et le sort du pistolet. Oscar se rend compte que ces concepts sont similaires à la façon dont il lance lui-même des sorts, et que dans ce livre se trouvent plusieurs sorts que son hôte a créés de toutes pièces, ce qui signifie que même sans pouvoir utiliser la magie lui-même, le garçon a mené des expériences dans son propre esprit. Après avoir lu plus longtemps, notre garçon conclut que sa façon d'interpréter la théorie magique est similaire à Crushen et que le jeune homme n'a jamais abandonné la magie ni travaillé plus dur que tout le monde parce que c'était sa passion. De plus, le garçon a écrit une dédicace dans le livre, espérant que ses notes voleraient au moindre vent vers la Tour Blanche, révélant qu'il savait exactement ce qu'il faisait lorsqu'il a pris l'élixir. Son seul obstacle était de devoir tout faire seul. Ainsi, le mage Oscar Crushen était un jeune homme qui n'a jamais réussi en raison de son destin cruel, et qui marchait silencieusement sur un chemin solitaire. Après avoir tout lu, le protagoniste décide de s'asseoir sur le canapé,
jurant alors qu'au nom du 17e maître d'une tour magique, il défera le nœud que le garçon n'a jamais pu défaire, et fera payer tous ceux qui ont brisé les ailes de Cruchen pour leurs actes. Soudain, nous voyons un autre endroit. En se promenant dans une serre, Oscar se demande pourquoi il fait ça, car la dernière chose dont il se souvient est de s'être endormi, après s'être épuisé à essayer de défaire le nœud du circuit physique. Soudain, quelqu'un appelant le maître attire son attention. Alors qu'il s'approche, le protagoniste se voit avec 3 enfants, réalisant rapidement que cela arrive à cause de la malédiction onirique lancée par le vicomte des cauchemars, qui le fait retourner dans le passé à chaque fois qu'il s'endort, ce qui signifie que la malédiction est liée à son âme, et non à son corps physique comme il le pensait auparavant. En regardant la scène, le garçon se demande s'il a de la chance, puisque ses rêves concernant ses élèves n'ont pas été corrompus. En donnant sa leçon, Sage dit que, bien que la magie puisse sembler identique physiquement, elle est classée en 4 types. Le petit Lloyd demande si la tour blanche recherche le type d'harmonisation, et en souriant, le protagoniste confirme. Chacha demande ensuite si chaque tour magique a un type de magie préféré, et Oscar confirme, expliquant que c'est pour cette raison que les tours recherchent les types de magie qui leur conviennent le mieux. Gilead lève la main et dit qu'il aimerait avoir une magie de type accélération, car les choses lentes sont ennuyeuses. La petite fille demande ensuite comment ils découvrent quel type de magie ils ont à la naissance. Oscar dit que c'est plus simple qu'elle ne le pense, et demande à la fillette de lancer la magie qu'il a dessinée devant elle. En utilisant son index, Sacha se rend compte qu'il se passe quelque chose. En souriant, le protagoniste dit que ce sort n'est pas très rapide ni mortel, mais plutôt équilibré, donc de type harmonique, ce qui rend la rousse heureuse, car elle partage le même type de magie que son maître. Les 2 autres garçons disent qu'ils aimeraient aussi passer le test. Rapidement, un protagoniste dit que la magie de Gilead est de type accélération, tandis que celle de Lloyd est de type spécial. Le garçon demande s'il est possible de changer cela, et Oscar révèle que les types spéciaux sont rares, et que seulement 0,2% des mages en possèdent. Pourtant, le petit dit qu'il préférerait être équilibré comme lui. Le mage se demande alors ce qu'il doit faire maintenant, puisqu'il comptait donner au garçon le plus de cours particuliers possible à cause de son type. En entendant cela, Lloyd commence à changer d'avis, mais il demande d'abord si c'est vrai, confirmant que le protagoniste dit que les mages de type spécial ont plus de mal à s'améliorer sans un professeur approprié. C'est tout ce que le petit avait besoin d'entendre. Après cela, ils se font une promesse au petit doigt. Maintenant, cependant, le garçon ne peut s'empêcher de penser à quel point cet enfant surnommé l'homme de promesse est un petit, tout en se sentant mal, parce que malgré tout à l'époque, Lloyd n'était qu'un enfant. Soudain, un bruit provenant d'un haut-parleur réveille Oscar. Une voix dit qu'il s'agit d'une annonce dans la salle de diffusion, et le nom du protagoniste commence à résonner dans tout l'endroit tandis que la personne lui demande de se présenter au laboratoire 4202. En se dirigeant vers l'ascenseur, le garçon pense qu'il lui reste encore 8 circuits physiques à déverrouiller, révélant alors qu'au cours du processus, il a gagné 2 lignes de circuit de mana et atteint le niveau 2. En entrant dans une pièce, un homme demande comment le garçon se sent, alors que Frank dit que ses souvenirs reviennent, s'approche. Oscar dit que oui alors qu'il fixe Maxime Bisque, un ancien de la Tour Blanche, âgé de 45 ans. On découvre que l'homme était un junior qui a rejoint la tour bien des années après Sage, et qu'il s'agit d'une personne très honnête qui le suivait toujours partout, l'appelant senior puis maître de la tour magique, ce qu'il trouvait attachant. Perdu dans ses pensées, le protagoniste ne remarque même pas qu'il sourit, ce qui amène Maxime à demander la raison de cette expression. Tout en disant avoir reçu un rapport selon lequel le chef de la famille Gordon et le chef de l'application de la loi ont été assassinés, Ostra nie toute implication dans la hache, mais dit qu'il connaît la raison pour laquelle cela s'est produit, que tous 2 ont tenté de le tuer. En lui tendant le dossier jaune, le protagoniste dit que l'élixir était empoisonné, et qu'à l'intérieur se trouvent les frais de commission et le livre expliquant tout, car après avoir découvert les crimes, il est devenu quelqu'un qu'il fallait faire taire. Maxime dit qu'en effet l'argent semble légitime. Oscar dit ensuite que le livret de rapport contient le contenu d'un contrat de meurtre. L'homme affirme que dans ce cas, il laissera tomber l'incident et le remercie. Le protagoniste lui demande s'il peut demander une faveur. Il révèle ensuite qu'il aimerait rencontrer le maître de la tour magique. L'aîné lui dit que ce ne sera pas difficile, car les mages parlent souvent de magie avec elle. Cependant, il ne pourra la rencontrer que dans 6 mois. Inquiet et intrigué par le festival à venir, notre garçon demande pourquoi. Maxime lui dit que la jeune femme est en voyage d'affaires pour gérer une commande importante, car le grand mage est actuellement absent. Oscar demande alors quel est le niveau du maître de la tour. Sans hésiter, l'homme lui révèle qu'elle est un mage de niveau 7. Dans ses pensées, notre garçon sent que quelque chose ne va pas, car Sacha devrait avoir au moins atteint le niveau 8 à présent. Revenant au rapport, l'aîné dit que la coupe transversale du cadavre était propre et demande si le garçon a recommencé à utiliser la magie offensive. Mentant, Oscar dit qu'il s'entraîne en réfléchissant. L'homme lui dit alors que dans ce cas, il est libre de partir. Le protagoniste quitte la pièce, mais quelqu'un d'autre semble sur le point d'entrer. C'est le vice-maître de la tour magique qui dit qu'il est venu demander à Maxime de ne pas être trop dur avec le garçon qui vient de partir. L'ancien dit qu'il doit réprimander le jeune pour éviter qu'il s'attire des ennuis. Amil dit qu'il comprend mais qu'il s'inquiète pour lui, car même s'il s'agit de magie de base, elle n'a pas pu être perfectionnée aussi rapidement, ce qui signifie qu'Oscar étudie en secret. En souriant, l'homme dit que le garçon est vraiment sournois. Pour conclure, le vice-maître dit qu'ils doivent se rendre à la réunion des anciens, où l'attend l'ancienne Fidilina. Loin de là, au 10e étage, le protagoniste décide de se rendre à l'endroit où il enseignait à ses élèves, qui semble désormais vide. Soudain, un vieil homme s'approche et semble heureux de voir Oscar. Il s'agit de Wilter, le directeur des installations de la tour magique. Remarquant que le garçon ne se souvient pas de lui,
L'homme dit qu'apparemment les rumeurs étaient vraies. Inquiet, le protagoniste demande jusqu'où la nouvelle de sa mémoire s'est répandue et pourquoi l'homme l'a appelé le jeune Sir Oscar. En souriant, Wilter dit qu'il travaillait là-bas, alors que l'ancien maître d'une tour magique était encore en vie, et que cet homme était le grand Sir Oscar. En souriant, notre garçon dit qu'il aimait cette distinction et qu'il l'utilisera également. Le vieil homme dit alors qu'il aimerait continuer à être le partenaire de conversation du garçon, mais qu'il va bientôt quitter la tour, puisqu'il a déjà servi 3 maîtres pendant son séjour là-bas. Et contrairement à ses collègues, il est le seul qui reste. La seule raison pour laquelle il a enduré si longtemps est ce que l'ancien maître a dit lors de sa cérémonie d'investiture, à savoir que tous ceux qui y vivent sont nécessaires. Il a donc commencé à travailler en pensant qu'il était un véritable membre de la Tour Blanche. Oscar dit alors que l'ancien maître était définitivement sérieux. Wilter dit alors que c'est précisément pour cela qu'il démissionne, laissant le protagoniste assez confus. Explication. L'homme dit que, comme il le sait peut-être, la Tour Blanche ne va pas bien et que les finances ne sont plus ce qu'elles étaient, et que le mois prochain il travaillera 42 ans. Oscar demande si c'est à cause de la récompense pour longs états de service. On découvre qu'en plus d'une médaille, ceux qui travaillent dans la tour pendant 40 ans reçoivent 200 000 seneaux. Secouant la tête, Wilter dit que la Tour Blanche n'a plus le luxe de payer une telle récompense, car pour cela, il faudrait mettre de nombreuses vies en danger, ce qu'il ne peut pas accepter, car cet endroit est sa deuxième ville natale. Dans ses pensées, notre garçon révèle qu'il n'avait aucune idée que la situation était si mauvaise, et qu'il pensait que la Tour Bleue était extravagante juste pour le profit. Mais maintenant, qui est-il pour critiquer le travail d'autres personnes, qui sont devenues les plus grandes de l'histoire grâce à leur travail acharné, alors que lui-même n'a que des titres qui ne veulent rien dire, puisqu'ils servent à récompenser les autres. Soudain, le vieil homme attire l'attention d'Oscar. Remarquant qu'Oscar serre fort les poings, le vieil homme lui demande pourquoi il fait ça. Réalisant qu'il s'est blessé aux mains, le protagoniste demande quand Wilter compte partir. L'homme répond « Dans 2 semaines ». Après avoir pansé la blessure du garçon, il lui dit d'aller voir l'infirmière pour qu'elle lui prenne des médicaments. Oscar dit alors qu'il espère que l'homme continuera à être son compagnon de conversation, car il n'aura pas besoin de partir, car il s'assurera de le garder une fois qu'il aura trouvé un moyen de gagner beaucoup d'argent. Après cette conversation, nous voyons le protagoniste assis à son bureau, se demandant comment il va tenir sa promesse, puisque ses options sont la recherche, les conférences et les commandes, mais que l'argent de ces choses prend du temps à rentrer. Donc, ayant besoin d'une entreprise qui lui rapporte de l'argent rapidement, il envisage de se lancer dans le commerce de potions. Soudain, quelque chose dans le journal attire son attention. Cela le laisse visiblement surpris. Loin de là, dans le bureau du vice-maître, une femme avec un grand chapeau dit qu'elle ne peut pas ignorer Aldo cette fois. Il s'agit de Fidilina, l'aîné de la Tour Blanche en charge des finances, qui n'arrive pas à croire que Maxime soit d'accord avec la situation. En criant, la femme affirme que voler est une habitude qui ne fait qu'empirer. Mais l'homme dit qu'elle n'a pas à s'inquiéter. Après tout, il n'y a plus grand-chose à voler dans la tour. Furieuse, Fidilina exige qu'il arrête de la contredire et qu'il jette le coupable en isolement. Impatient de cette dispute, Amil dit que l'isolement est une punition trop sévère, car cela ne reviendrait à rien de plus qu'à torturer un enfant. Au lieu de cela, il suggère au garçon de rembourser personnellement le triple du montant des fonds de recherche volés. Mécontente, la femme dit qu'ils sont à court d'argent et qu'ils doivent prendre une décision rapide, comme vendre l'équipement de la chambre de production de potions, car c'est une installation qui n'est plus beaucoup utilisée. Cependant, le vice-maître dit qu'il ne peut pas permettre cela, car cette chambre est l'endroit où les mages se réunissent pour étudier la magie et partager leurs connaissances, et qu'ils ne peuvent pas simplement vendre l'avenir pour satisfaire sa faim. Pessimiste, Fidilina demande s'ils ont encore un avenir, puisqu'ils ont déjà attendu 20 ans. L'entendre met alors Maxime en colère. Imperturbable, la femme demande à Amil de soutenir sa proposition, arguant que même s'il y avait un génie capable de sauver la tour, cette personne ne viendrait pas vers eux. Avant que l'aîné ne puisse répondre, on frappe à la porte, prenant tout le monde par surprise. Le vice-maître invite le visiteur à entrer. C'est Oscar qui se présente poliment et salue les 3. En s'approchant, le garçon dit qu'il a une suggestion, mais qu'il a besoin d'une autorisation pour démarrer une entreprise. Furieuse, Fidilina dit qu'il est ridicule de demander une chose pareille, après avoir détourné des fonds de recherche il y a quelques jours à peine. L'ignorant, le protagoniste dit qu'il a trouvé quelque chose dans le journal. La propriété 27 est en train d'être fermée en raison d'une épidémie de grippe. Amil dit qu'il en a entendu parler et que les gens l'appellent la grippe cadence. Mais comme la formule du vaccin a été perdue il y a 20 ans, il n'y a pas grand-chose à faire. Notre garçon dit que la Tour Bleue n'a pas non plus réussi à créer l'antidote, et qu'il aimerait donc vendre des vaccins contre la grippe pour raviver le monopole de la Tour Blanche sur ce marché. En riant, la femme au chapeau dit que cela ne vaut même pas la peine de l'écouter. Alors que les tours magiques et les sociétés pharmaceutiques ont investi des tonnes d'argent et de main-d'œuvre en vain, un jeune homme de 20 ans prétend pouvoir y arriver. Se retournant, le protagoniste dit qu'elle a peut-être raison, mais qu'elle oublie qu'il est un génie. En entendant cela, Fidilina est encore plus en colère, au point que des veines se forment près de son œil. Elle hurle et lui demande comment il peut dire une chose pareille, après avoir volé 25 000 seneaux pour acheter un élixir illégal, ce qui ne fait que montrer son ignorance totale en matière d'argent. Amil l'interrompt en disant qu'Oscar est là pour proposer une opportunité d'investissement officiel et qu'une telle grossièreté est donc déplacée. Se calmant, la femme s'excuse. Dans ses pensées, le protagoniste finit par comprendre que Fidolina le déteste parce qu'elle est la trésorière de la tour. Malgré tout, il demande au vice-maître d'examiner sa demande, se disant qu'il est une autre personne maintenant. L'homme demande « Pourquoi êtes-vous si sûr que c'est cette grippe-là » Sans hésiter,
le garçon lui dit de vérifier la page 2 d'un journal où il est écrit que l'archevêque Baldwin a soudainement changé de plan pendant un pèlerinage et qu'il restera à Cyrène pendant 1 mois. On apprend que l'homme appartient à l'ordre Alterara dévoué à la terre-mère et que les 7 archevêques sont censés être les plus vertueux. Mais la réalité est bien différente, puisque pour devenir cardinal, le 2e en puissance de l'ordre, il faut beaucoup de fonds de campagne. Ainsi, il est permis de rester jusqu'à 1 mois dans une ville. Et pour cela, il faut de l'argent provenant des nobles et des marchands. Et comme Cyrène devient de plus en plus petite, il suffit de faire le rapprochement. Maxime dit que le garçon a raison, mais il pensait que l'archevêque s'était arrêté juste pour demander des prières et des bénédictions. Notre garçon dit que c'est pour ça que c'est étrange. Après tout, pourquoi demander des prières et des bénédictions pour une terre aride? Surtout avec le chemin de pèlerinage des membres de l'ordre Alterara déjà choisi. Car il sait que l'archevêque est resté à Nox pendant 1 mois avant de venir à Cyrène, et qu'il restera également dans la plupart des cas pendant la même durée. Tout cela pour retarder au maximum la visite à Vince, même si c'est une ville présente sur l'itinéraire défini, car si un incident survient pendant le pèlerinage, c'est en gros une condamnation à mort pour un archevêque qui veut devenir cardinal. L'homme blond dit alors que dans ce cas, l'archevêque était au courant de la grippe et qu'il gagne du temps jusqu'à ce que la situation soit résolue. Failina déclare que le garçon est effectivement doué pour l'analyse, comme on peut s'y attendre de la part d'un mage théoricien. Amil dit qu'il comprend ce que dit Oscar. Cependant, il ne peut pas le parrainer officiellement, car cela entraverait le financement d'autres sorts, mais il aimerait investir son argent personnel dans l'entreprise du garçon. En entendant cela, la femme au chapeau est choquée, mais le vice-maître lui dit que ce n'est pas grave. Puis, il demande à Oscar si 30 000 pêcheurs suffisent. Dans ses pensées, le protagoniste révèle que ce n'est même pas proche. Après la réunion, on voit Oscar dans la salle de production de potions, déterminé à passer au plan B, qui consiste à fabriquer un échantillon du vaccin avec l'argent qu'il a reçu pour en obtenir davantage de l'archevêque. Car il vaut mieux prendre de l'argent à quelqu'un qui est désespéré. Oscar déclare alors qu'il est temps de faire chauffer les choses. Quelque temps plus tard, on voit le garçon observer un liquide rouge à l'intérieur d'une fiole. Transférant la substance à un autre endroit, il dit « Le moment est venu » et en enlevant ses lunettes de protection, il se montre satisfait de ce qu'il a créé, déclarant que, comme on dit, un vrai maître garde toujours sa classe. Le garçon à la barbe bleue s'approche, portant plusieurs sacs et criant que son dos va se briser, mais qu'il a obtenu toutes les herbes médicinales nécessaires, demandant quelque chose à boire juste après. Le protagoniste dit qu'il a une potion de récupération de la fatigue et la donne au jeune homme qui le remercie. Après l'avoir bu, il dit que la potion était savoureuse et chaude et demande si le garçon vient de la préparer. En cherchant les herbes, Oscar dit oui. Et le garçon dit alors qu'il a choisi les meilleurs ingrédients. Un garçon souriant dit à son ami qu'il devrait devenir marchand à cause de son bon œil. Le jeune homme lui dit alors que c'est son plan pour le moment où la tour s'effondrera, mais finit par recevoir une tape sur la tête d'Oscar, qui dit qu'il n'a pas pu s'en empêcher. La main sur la tête, le jeune homme lui demande ce qu'il doit faire maintenant, puisque Fidilina lui a ordonné d'aider le protagoniste. Notre garçon déclare alors qu'ils peuvent commencer par déplacer les ingrédients, même si au fond de lui, il sait qu'il n'a pas besoin d'assistant. Dans ses pensées, il se dit que la Tour Blanche est pleine d'enfants talentueux mais problématiques, qui, s'ils se réunissaient, contribueraient grandement à renforcer la tour. Et l'une de ces personnes est Frank Sirius. Le garçon à la robe bleue demande alors si les choses qu'il a achetées ne sont pas toxiques. On découvre qu'il parle de muguet noir, de chamelle rouge, de champignons fantômes et de MVA. Notre garçon dit que ce n'est pas parce que les objets sont toxiques qu'ils ne peuvent pas être utilisés comme médicaments après certaines procédures, comme par exemple faire bouillir les herbes pendant environ 12 heures. Le seul problème étant que les nutriments disparaissent également. Oscar demande alors si Frank connaît un plat appelé boulette, utilisé pour faire des boulettes cuites à la vapeur. Le jeune homme répond que oui, et le protagoniste lui dit alors qu'avec ce plat, il est possible d'éliminer le poison des herbes et de conserver les nutriments. Choqué, le garçon dit que dans ce cas, il devrait être possible de monopoliser le marché des potions. Notre garçon est d'accord, et après un certain temps, nous constatons que les ingrédients sont ramollis, ce qui facilite la détoxification en activant sa magie de drainage de l'air. Un protagoniste commence le processus en créant un nuage de vapeur rose, tout en disant qu'il ne reste plus qu'à extraire les toxines de cette fumée. Concentré, il demande à Frank de faire attention. Après avoir séparé la toxine, le garçon déclare que le reste de la vapeur est propre, il lui suffit donc de tout mélanger dans les bonnes proportions, ce qui permet de guérir la grippe Cadina. Frank reste bouche bée, mais Oscar dit qu'il est temps pour lui d'essayer. Pensant en lui-même, le garçon révèle qu'il ne peut pas utiliser différents types de magie en même temps, mais il ne peut pas le dire au protagoniste. Observant tout, le mage aux cheveux noirs remarque que le contrôle du mana du garçon semble instable, mais pas mauvais. Cependant, c'est tout. Incapable de terminer le processus, Frank demande au garçon s'il se moque de lui, car il faut être au niveau 4 ou 5 pour le faire, mais il est toujours au niveau 3. Le protagoniste dit alors que le garçon devrait penser au processus comme à la configuration de parties dans son esprit où, du côté gauche, il utilisera la magie A, et du côté droit, la magie B. Demandant à Frank de réessayer, notre garçon dit qu'il n'a rien à perdre. Finalement, le processus semble commencer à fonctionner. Le garçon est impressionné, car il a maintenant appris à effectuer un double lancer, ce qui n'était même pas si difficile. Confus, Frank demande pourquoi personne ne lui a jamais appris cette technique, et Oscar répond que c'est parce que ceux qui sont au sommet sont cupides, révélant ses pensées selon lesquelles il est de tradition de ne pas enseigner gratuitement une technique qui a demandé beaucoup d'efforts aux nouveaux arrivants. Cependant, sur le champ de bataille, cela devient un obstacle, car la survie dépend du partage des techniques, ce qui signifie que la Tour Blanche a désormais besoin d'un enseignement interactif et d'un échange de connaissances. En souriant, Oscar dit que le garçon est très doué,
car il ne s'attendait pas à ce qu'il y parvienne du premier coup. Frank dit que c'est parce qu'il a si bien expliqué, mais qu'il manque encore beaucoup d'ingrédients et qu'il doit commencer à les préparer. En entendant cela, le protagoniste est fier de son travail. Quelques heures plus tard, nous voyons 514 bubbles prêts et le garçon aux cheveux bleus sur le sol, complètement épuisé. Soudain, Maxime entre dans la pièce, avertissant qu'ils ont un problème car la Tour Bleue a confirmé une visite à Syrin il y a 1 heure, avec l'intention de rencontrer l'archevêque Baldwin, ce qui signifie qu'ils sont en retard, pensant que le protagoniste dit qu'apparemment l'archevêque avait un plan. Inquiet, l'ancien dit que si la société pharmaceutique obtient le contrat, leurs médicaments deviendront inutiles. Mais pour consoler Frank, il dit qu'il y a des moments dans la vie où l'on n'a tout simplement pas de chance. Oscar dit alors que ce n'est pas encore terminé, car s'il se souvient bien, la grippe Cadina est classée comme une catastrophe de rang B. Il y a donc quelque chose qu'ils peuvent essayer. Pendant ce temps, dans un hôtel de la ville de Suririn, on voit quelqu'un dire à l'archevêque que les invités sont arrivés. En sirotant du thé, Baldman dit qu'ils peuvent entrer. D'autres restent, un mage de niveau 5 de la Tour Bleue et Neil Bryan, directeur général de la société pharmaceutique Newesh, apparaissent. Désignant le canapé, l'archevêque leur dit de s'asseoir, puis demande comment se passe la production du médicament contre la grippe. En souriant, Maine dit que tout se passe bien. L'homme demande ensuite la date de livraison estimée, apprenant qu'il ne reste plus que la phase d'essai clinique. Neil dit alors que s'ils obtiennent de bons résultats, ils recevront l'approbation de l'Imperial Food and Drug Administration. Cependant, l'autre mage dit que, comme l'archevêque doit le savoir, les épreuves ne se terminent pas en 1 jour ou 2, mais qu'elles promettent de se terminer dans 6 mois, ce qui choque Baldwin. En colère, l'homme déclare qu'il doit aller voir Vince dans 4 mois. Soudain, quelqu'un dit qu'un autre mage demande à entrer. L'archevêque leur ordonne de le laisser entrer, tout en demandant à Men pourquoi il n'a pas dit que d'autres personnes allaient venir. Mais le garçon dit que personne d'autre ne les accompagne. Nous voyons Boots entrer dans la pièce et nous découvrons que la personne est Oscar qui, après avoir salué, déclare qu'il est là pour faire une offre. Surpris, l'archevêque demande ce qui amène un mage de la Tour Blanche là-bas. Notre garçon dit alors qu'il aimerait parler de la vente du remède contre la grippe de Cadina. En entendant que les 2 autres sont là pour la même raison, le garçon demande s'il est arrivé trop tard. Baldwin dit non, car le groupe des Tours Bleues n'est toujours pas prêt. Oscar dit alors que dans ce cas, la Tour Blanche est témoin de main, dit que le garçon ment parce que sa tour n'a ni argent ni technologie. L'archevêque demande le nom de famille du protagoniste qu'il donne rapidement, puis lui demande s'il dit la vérité. Posant une petite boîte sur la table, le garçon dit qu'il n'oserait pas mentir à un archevêque de l'ordre d'Alterara. C'est pourquoi il a apporté un échantillon. En souriant, l'homme demande combien de doses et quand la Tour Blanche pourrait en produire davantage. Puis il gronde le mage de la Tour Bleue qui s'était mis à lui crier dessus. Nerveusement, Maine dit que dans ce cas, tout va bien, et il demande au protagoniste s'il a obtenu l'approbation de la FDA de l'Empire. Notre garçon dit non. En souriant, le jeune homme dit que comme il s'y attendait, la situation de la Tour Blanche n'est pas différente de sa propre tour, et que les vaccins seront produits dès que l'autorisation sera accordée. Finalement, il demande à l'archevêque de bien réfléchir à la tour avec laquelle il va conclure l'affaire. Sans aucune crainte, Oscar dit qu'il est intéressant d'entendre le jeune homme parler comme si la Tour Bleue avait un grand héritage, surtout devant un mage de la Tour Blanche. Entendre cela finit par irriter Moira, qui ordonne au garçon de retirer ce qu'il a dit. L'ignorant, le protagoniste demande quelle tour a été construite en premier, selon l'histoire, et que la différence de 5 ans est un écart que les maîtres de la Tour Bleue ne pourront pas combler même dans 10 000 ans, puisque c'était la Tour Blanche qui détenait le monopole du marché des potions il y a tout juste 20 ans. Le garçon de l'autre tour dit alors que personne ne se soucie du passé. Notre garçon demande alors si c'est vraiment le cas. Ou un défaut, juste sa façon de penser tandis que Men et Neil se demandent quel genre d'aura met fin à la conversation. Le protagoniste dit que dans ce cas, il devra faire en sorte que le mage se souvienne. Soudain quelqu'un entre dans la pièce en déclarant qu'il y a un appel urgent du seigneur de la ville de Vance. Baldwin répond, et l'homme à l'autre bout du fil le remercie pour son incommensurable gentillesse d'avoir envoyé le remède contre la grippe Cadina sur ces terres, car l'ancien de la Tour Blanche l'a informé que l'archevêque l'avait préparé avec eux en secret, et que ceux qui ont pris le vaccin ont été guéris en quelques heures seulement. Il a donc voulu le remercier, en prétendant qu'il avait réellement fait quelque chose. L'homme demande s'il y a eu des effets secondaires, mais le seigneur dit que non, et qu'il aimerait savoir quand le 2e lot sera disponible, puisque l'ancien de la Tour Blanche a dit que cela dépendait de l'archevêque. En souriant, Baldwin dit qu'il enverra le 2e lot dès qu'il sera prêt, ce qui ne devrait pas prendre longtemps. L'appel terminé, l'homme demande si c'était l'œuvre d'Oscar, confirme. Furieux, Maine dit que cela va à l'encontre des lois de la FDA et que le garçon doit être puni. Le protagoniste lui demande s'il connaît un tant soit peu le droit en temps de guerre, mais le jeune homme lui ordonne de ne pas changer de sujet. Dans ses pensées, le protagoniste conclut que les 20 dernières années ont dû être très paisibles, puisque plus personne ne s'en souvient. Très patiemment, il explique que l'arme la plus meurtrière pendant la guerre contre les démons était une pandémie, car même avec des mages produisant rapidement des médicaments, il a fallu trop de temps à la FDA pour les approuver. C'est pourquoi le roi a fait passer une loi stipulant que les traitements pour les blessés en temps de guerre étaient considérés comme des traitements spéciaux, n'étant pas affectés par les lois impériales, ce à quoi Men réfute qu'ils ne sont pas en guerre pour le moment. Le protagoniste dit ensuite qu'il existe 3 cas dans lesquels une situation est considérée comme une guerre. Un lorsqu'elle se déroule entre nations, un autre en cas de révolution, et le dernier lorsqu'une catastrophe de classe B ou supérieure survient.
Puisque la grippe de Cadina entre dans la dernière catégorie, il n'est pas nécessaire de suivre les lois de la FDA. Neil interrompt l'archevêque et lui dit que si la tour blanche peut le faire, la tour bleue le peut aussi, et qu'ils enverront donc leur traitement à Vince. Cependant, Baldwin affirme que la course s'est terminée au moment où le traitement de la tour blanche est arrivé en ville. Et comme le seigneur local pense qu'il est impliqué, il ne peut pas simplement dire que ce n'est pas vrai. Maurice insiste et dit que dans ce cas, il baissera le prix des vaccins. Furieux, l'archevêque lui demande comment il ose essayer d'acheter son image avec de l'argent et qu'il ne veut plus rien entendre. Ils se rendent donc tous les deux dans son bureau. Men se lève, les poings serrés, et en passant, Oscar dit qu'il va faire payer le garçon, tandis que le protagoniste se demande s'il a un guide de conversation de méchant. Souriant, notre garçon dit simplement qu'il a déjà déposé le brevet du traitement et du vaccin au palais. Donc, s'il veut vendre la version de la tour bleue, il devra payer des droits d'auteur à la tour blanche, ou tout jeter, ce qui rend le mage encore plus furieux, qui sort de la pièce rouge de rage. Par politesse, Neil fait ses adieux à l'archevêque et salue le protagoniste en passant devant lui. Mais c'est à ce moment-là qu'Oscar remarque que l'homme a une odeur unique, très rafraîchissante, rappelant la menthe, ce qui signifie que le responsable de la mort de Crushen vient de sortir de la pièce. Même en silence, on voit que la découverte a tiré sur le protagoniste. Cependant, Bowman éclate de rire et lui dit de s'asseoir afin qu'il puisse poursuivre les négociations. Allant droit au but, l'homme demande au garçon quel sera le prix, puisque la tour bleue demandait 2 millions de sonos. Souriant, notre garçon dit que s'il le voulait, la tour blanche n'en voudrait que 5 millions. L'archevêque éclate de rire pour cacher qu'il a trouvé cela cher, tout en demandant au garçon s'il est sérieux. Quelques heures plus tard, à la tour blanche, Fidelina est choquée de voir un chèque rempli de zéros juste devant elle. Nous découvrons qu'Oscar a obtenu 10 millions de sonos. Il serre le garçon dans ses bras. La femme dit qu'elle savait qu'il pouvait le faire, tout comme Maxime, qui dit avoir cru en lui depuis le début. Surpris, Amil demande comment cela s'est produit, car l'archevêque ne voulait pas donner autant d'argent. Notre garçon dit alors qu'il y avait des frais supplémentaires, dans ce cas, des frais de publicité. Nous découvrons que le garçon a facturé pour faire une annonce officielle depuis la Tour Blanche, disant que l'archevêque avait reçu une révélation sur l'épidémie de grippe, ce qui a accéléré la préparation des antidotes. L'homme a aimé l'idée et a décidé de payer 1 million de sonos pour un contrat en échange de la livraison du vaccin d'ici la semaine prochaine. Tenant le chèque, l'ancien dit que c'est incroyable et que le garçon a remboursé 400 fois ce qu'il avait détourné. Ainsi, les mesures disciplinaires prennent fin et Fidelina, ravi, accepte. Oscar dit alors qu'il doit maintenant rassembler des mages de niveau 4 ou plus le plus rapidement possible. Amil dit qu'il va s'en occuper puis demande à la femme au chapeau de mettre une annonce à l'intérieur de la tour magique pour informer que le laboratoire de potions recherche des mages de niveau 4 ou plus et que les participants seront payés. Quelques heures plus tard, nous voyons les mages rassemblés et apprenons qu'en plus du paiement, un repas à base de viande était offert. Frank et Oscar arrivent enfin sur les lieux. Sans hésiter, notre garçon attire l'attention de tout le monde. Cependant, personne ne semble l'écouter. Impatient, il décide de siffler en utilisant sa magie de liaison sonore, ce qui oblige tout le monde à se boucher les oreilles pour éviter le bruit, tout en demandant ce que signifie ce bruit. Notre garçon dit ensuite que tout le monde a été appelé là pour produire des vaccins contre la grippe Cadina. Comme il est considéré comme un génie, les autres mages se demandent pourquoi le garçon demande de l'aide. Oscar l'entend et écarquille les yeux. Il demande à Frank pourquoi ces gens ne l'aiment pas, et le garçon lui dit de réfléchir à ses récentes actions, comme par exemple gaspiller les ressources de la tour sans faire de recherche et utiliser l'argent pour se saouler. Soudain, un mage s'approche et demande comment ils vont fabriquer le médicament si les méthodes de la tour blanche ont été perdues. Oscar dit qu'il a tout récupéré, laissant tout le monde sous le choc, y compris la jeune femme blonde, qui demande si les effets des antidotes ont été vérifiés. Confirmant, le protagoniste révèle qu'un contrat a également été signé. La jeune femme dit alors que la tour a dû recevoir une fortune, puis se demande pourquoi le garçon leur fait suffisamment confiance pour partager des informations aussi précieuses. En toute honnêteté, le protagoniste dit qu'il ne sait pas pourquoi ils sont toujours dans la tour blanche. Agacé, la mage blonde demande si c'est ainsi que doit agir une personne qui a besoin d'aide, disant qu'elle a juste perdu son temps à venir là-bas, et qu'elle ne sait pas ce que le grand génie voulait dire en disant cela. Mais personne ne mérite de l'entendre. Cependant, notre garçon dit qu'il sait exactement ce que chacun d'eux a abandonné pour la tour blanche, ce qui fait que la jeune femme s'arrête de marcher et fait demi-tour. Le garçon dit alors qu'elle est Lena White, une mage de niveau 5, qui a rejeté toutes les offres pour rejoindre d'autres corporations, puis parle de son Dryan, qui a également refusé un poste de mage royal, et de Dessert René, qui a refusé un rôle d'instructeur. À propos de Séphie Rose, Oscar dit que la jeune femme a décliné une offre pour aller à la Tour d'Or, malgré son grand talent en alchimie créative. Il déclare ensuite que si une offre similaire lui était parvenue, il ne sait pas s'il l'aurait refusée, mais aucun d'entre eux n'a abandonné la Tour Blanche. Surprise, Lena demande si les anciens étaient au courant des réunions de recrutement. Le protagoniste dit que oui, mais il n'avait pas d'autre choix que de faire semblant pour ne pas les surcharger, car la Tour Blanche traverse son hiver le plus froid de tous les temps. Et dans cette situation, ils auraient tous pu aller dans un endroit plus chaud, mais ont choisi de rester dans le froid. Donc, si lui, en tant que mage, ne peut pas leur faire confiance, il ne peut faire confiance à personne. Mais si aucun d'entre eux ne veut participer, alors lui et l'autre mage de bas niveau à côté de lui auront beaucoup de travail à faire. Frank demande si le garçon parle de lui, tandis qu'Oscar lui dit de s'approcher pour commencer à travailler. Le protagoniste met ses lunettes de protection en faisant une démonstration dramatique. Soudain, Lena s'avance,
tout comme les autres, qui demandent par où commencer. Le garçon aux cheveux bleus dit qu'il n'aurait jamais imaginé qu'Oscar convaincrait qui que ce soit avec ces seuls mots. Notre garçon sourit et redevient sérieux, et informe tout le monde que la viande ne sera pas du porc, mais du bœuf. En entendant cela, tout le monde crie et se réjouit. Après cela, nous apprenons que les vaccins et les antidotes ont été créés avec succès. Une semaine s'écoule depuis ce jour, et nous voyons Oscar traverser la serre et se cogner contre une feuille d'apparence étrange. Nous en concluons que cela ne peut être que l'œuvre de Wilter. Il doit être de retour. Assis sur une chaise, le protagoniste décide de lire le journal. Il découvre que le territoire de Vince a annoncé la fin de la pandémie. De plus, nous voyons qu'Oscar a été nominé pour le prix Nobel de la paix. En souriant, il dit que tout se passe comme prévu. Soudain, Frank apparaît en criant son nom, pour annoncer que les commandes de vaccins continuent d'affluer de partout, même de la famille impériale. Le protagoniste dit que s'ils tiennent à leur vie, bien sûr, ils voudront les vaccins. Interrompant la fête, le garçon aux cheveux bleus demande qui achètera les vaccins une fois que tout sera terminé. Oscar dit alors qu'il n'a pas à s'inquiéter de l'argent, car il a préparé une potion qui sera toujours demandée. Voyant la cupidité du garçon, notre protagoniste dit que les potions vendues sont de rang bas et moyen, car il n'est pas encore temps de créer la potion de niveau étoile, qui est censée ramener les morts à la vie. Dans ses pensées, le protagoniste déclare qu'il ne le fera pas tout de suite, car il doit d'abord renforcer la tour blanche, puis demande à Frank de rassembler des matériaux pour les autres tâches, comme les feuilles de lentilles et les tiges de mer. Choqué, le garçon dit que ces ingrédients seront difficiles à trouver, car cela fait un moment que les champs de troupeaux où ces plantes ont poussé ont été submergés. Quelque temps plus tard, on voit qu'Oscar a décidé d'aller voir de ses propres yeux, et choisit d'emmener Frank avec lui. Frustré, le garçon demande s'il était vraiment nécessaire de marcher jusqu'à un endroit que la calèche ne pouvait pas atteindre. Le protagoniste dit alors au jeune mage de se détendre. Il ne leur reste plus que 10 miles, pour découvrir que cette unité de distance n'a pas été utilisée depuis des lustres, laissant Frank perplexe. La bouche bée, notre garçon se demande s'ils se sont également débarrassés des livres, ce qui, bien que plus difficile, rend les calculs plus amusants. Soudain, le garçon aux cheveux bleus dit qu'il voit l'entrée. Les deux s'approchent d'une cabane, par l'entrebâillement d'une porte. Un homme au regard sombre demande si les garçons ont marché jusqu'ici. Frank répond que oui, car la calèche ne va que jusqu'à l'entrée. Soudain, d'autres calèches commencent à arriver, montrant que ce n'est pas vrai. Et dans l'une d'elles, un homme en costume blanc et lunettes demande si l'homme de la maison est intéressé par la vente de son terrain. L'homme barbu aux cheveux gris ouvre la porte en disant qu'il ne vendrait pas son terrain, même si on lui offrait le château de Missilo. Devorpol dit alors que jouer les difficiles n'est mignon qu'au début. S'il meurt, personne ne gardera le terrain. Agacé, Ivan dit que ça ne lui pose pas de problème tant qu'il n'en va à personne. Insistant, l'homme en costume blanc dit qu'il ferait mieux de vendre rapidement avant que la valeur du terrain ne baisse lorsque les usines s'installeront. Indifférent, Ivan dit que tant qu'il sera là, aucune usine ne sera construite. N'ayant rien d'autre à faire, Paul dit que dans ce cas, il partira. Et avant de monter dans sa voiture, il dit qu'il a marché sur des herbes en entrant. Il y a donc l'argent pour couvrir les dégâts. Après avoir jeté une liasse de billets, un homme s'éloigne en faisant signe de la main. Sur la carte, il demande à ces hommes ce que les mages de la Tour Blanche vus à côté d'Ivan voulaient là-bas. En apprenant que la tour a fait fortune en vendant des vaccins, Paul devient très intéressé, encore plus après avoir entendu le montant total. Soudain, il frappe le chauffeur avec le journal, puis lui demande pourquoi il n'entend parler de cela que maintenant. Dans ses pensées, l'homme d'affaires déclare qu'il ne peut pas laisser Ivan obtenir le soutien de la Tour Blanche. Si cela arrive, il ne vendra jamais le terrain. Se tournant vers l'arrière de la voiture, il demande à un autre homme en costume s'il peut engager les mêmes mercenaires que la dernière fois. Lorsque son homme de main s'y oppose, il le frappe avec le journal, disant qu'il leur suffit de tuer Ivan et de signaler sa disparition. L'homme demande ensuite ce qui se passera si les mages de la Tour Blanche décident de rester à la ferme d'herbes aromatiques. Paul dit qu'ils peuvent également être éliminés. Après tout, quel est le pire qui puisse arriver puisqu'il n'y a plus que 3 tours magiques depuis que la Tour Blanche a fait faillite. Plus tard, nous voyons Frank allongé dans l'herbe, disant qu'Ivan est une bonne personne, puisqu'il les a laissés rester et les a même nourris. En regardant les étoiles, Oscar acquiesce. Nous revenons quelques instants plus tôt, lorsque le vieil homme leur a dit qu'il devrait dormir là-bas, car partir à cette heure-là pourrait être dangereux. Curieux, le protagoniste lui demande comment il a réussi à tenir aussi longtemps. L'homme lui répond alors que c'est en fait Paul qui est désavantagé, car c'est lui qui est reconnu comme un atout culturel dans la culture des herbes. Et pour cette raison, il bénéficie de la protection de la famille impériale. Notre garçon lui dit alors que s'il avait vendu la terre, il aurait fait fortune. Ivan répond que le garçon lui demande quelque chose d'évident. Il ne vend pas sa terre parce qu'il l'aime. C'est sa maison depuis sa naissance, et ce sera le cas jusqu'à son dernier souffle. De retour dans le présent, Frank dit que c'était plutôt mignon de voir Ivan se sentir gêné et rentrer en courant. Changeant de sujet, le jeune homme dit que les étoiles sont si brillantes qu'il en est envieux. Il se demande toujours ce que c'est que de vivre une vie aussi brillante. Quelque chose qu'un génie comme Oscar doit comprendre. Notre garçon répond que son ami est également très talentueux. Frank le remercie, mais dit que ce ne sont que des paroles en l'air. Le protagoniste n'est pas du genre à faire des compliments vides de sens. Et en regardant M, on se rend compte qu'il ne comprend pas pourquoi Crocian a dit que le garçon posait problème. En regardant le ciel, il dit qu'on pouvait autrefois voir des étoiles au milieu de Surirun, ce qui n'est plus possible à cause de l'éclairage public. Intrigué, Frank dit que c'était il y a longtemps, puis demande s'il est vraiment possible de relancer l'industrie des herbes de la ville. En souriant, Oscar dit qu'il le pense, mais qu'ils devront discuter des détails avec Ivan le lendemain. Soudain,
quelque chose attire l'attention du protagoniste et il se retourne rapidement, faisant sursauter le garçon aux cheveux bleus. Notre garçon dit alors qu'ils ont de la compagnie, et dans ses pensées, il confirme que puisque Frank ne l'a pas senti, le groupe ne doit pas avoir de bonnes intentions. Il dit au garçon de se lever. Ils doivent se préparer à accueillir leurs invités. On voit un garçon aux cheveux verts courir, se plaignant des ordres de Dvorpo. À côté de lui, un vieil homme dit qu'il se fiche des conséquences. L'argent est roi. Une autre silhouette s'approche et leur dit à tous les deux de se taire et de rester vigilants. C'est Jack, un membre des Guns de votre gang, qui dit savoir qu'un mage pourrait se trouver dans les parages. Le garçon aux cheveux verts lui demande s'il doit rentrer dans la maison, car, vu le silence qui règne, Ivan doit déjà dormir, ce qui rendrait la mission encore plus facile. En regardant autour de lui, il remarque qu'aucun mage n'est présent et s'énerve. Il voulait se battre. Soudain, quelque chose le fait se retourner. On voit la main d'Oscar lancer un sort appelé balle de vent, qui frappe instantanément la tête du garçon. Sortant de sous les draps, notre garçon dit que ce sort est vraiment utile, puis révèle que c'est Crochin qui l'a écrit. En sortant, le protagoniste dit « Il n'en reste plus que 3 ». Soudain, ses yeux s'écarquillent. Réalisant qu'il n'en reste en fait que 2, Jack demande ce qu'il a fait à Max. Faisant un geste de silence, le protagoniste dit que le type dort et ne se réveillera probablement pas de sitôt, pour ne pas dire qu'il est dans un sommeil éternel. Le vieil homme maudit Oscar tandis que le roux exige la localisation d'Ian en échange de leur épargner une contre-attaque. Surpris que ses ennemis ne succombent pas à la provocation, notre garçon dit simplement au duo de ressentir les émotions qu'il réprime. Acceptant le défi, Jack ordonne au vieil homme d'achever le garçon, ce dernier obéit instantanément. Mais d'un claquement de doigts, le protagoniste parvient à se défendre, ce qui fait sourire le vieil homme, impressionné par sa rapidité. Malgré tout, l'adversaire continue d'attaquer, affirmant que le garçon ne savait pas qu'il n'avait pas qu'une seule arme. Quelle honte! Prêt à se défendre à nouveau, Oscar dit que le combat s'arrête ici, même si c'est pénible, plus qu'il ne l'espérait. On voit le vieil homme essayer de bloquer les balles tirées par notre garçon, tout en se disant que c'est incroyable que le gamin ne soit pas secoué, même après avoir été pris au dépourvu. Et pire, ose toujours tirer sur Finis, moqueur, le protagoniste dit que l'arme de l'homme n'est pas unique ni même si nouvelle. Soudain, une frappe le coupe et le force à battre en retraite, tandis que son adversaire lui demande de qui il pense se moquer. Soudain, le vieil homme est abattu tandis que plusieurs autres balles volent vers le bouclier d'Oscar, qui commence à se fissurer, ce qui l'inquiète. On voit que Jack est responsable. Il dit que c'est vraiment dommage. Si le garçon avait baissé un peu plus sa garde, il aurait certainement été touché, révélant par la suite que le vieil homme n'était qu'un subordonné qui peut être facilement remplacé. Dans ses pensées, le protagoniste remarque « C'est exactement pour ça que les criminels sont terrifiants ». Puis il se demande de quel genre d'arme il s'agit. En chargeant d'autres balles, l'homme aux cheveux roux dit « Tout ce qu'Oscar a besoin de savoir, c'est que l'arme était très chère ». Oscar demande ensuite si des sorts d'accélération, d'amélioration et de pénétration sont imprégnés dans le revolver. Avec un regard noir, Jack demande comment il le sait. Notre garçon dit alors qu'il l'a découvert après avoir échoué à effacer les balles. Souriant, l'homme dit qu'il est arrogant mais toujours talentueux. Il demande ensuite à Oscar s'il ne voudrait pas travailler avec lui, car le salaire est bon. Notre garçon décline, disant que l'arrière de sa tête commencerait à le démanger. Acquiesçant, Jack dit que dans ce cas, il n'y a aucune raison de continuer à parler. Accroupi derrière les clôtures, le protagoniste se demande dans quel état se trouve ce type, et l'ancien maître de la tour, car il doit trouver un moyen de s'échapper, même avec son mana à moitié. La seule ouverture dont il dispose est le délai de rechargement de l'arme de Jack, qui prend 1,4 secondes. Restant un homme à sa poursuite, il dit qu'il lui suffit de faire gaspiller sa dernière balle à Jack avant le prochain rechargement. Il décide alors d'utiliser sa magie d'accélération et fonce en avant. Jack remarque rapidement le garçon qui approche et se prépare à tirer à nouveau, déclarant qu'aucun humain ne peut vaincre la trinité gravée dans son arme alors qu'il tire, regardant le projectile filer vers le bouclier d'Oscar. L'homme aux cheveux roux sourit, pensant que c'est terminé. Mais il ne réalise pas que le protagoniste prépare également une attaque avec ses balles de vent, parce que Jack est trop distrait, en train de recharger, se demandant encore comment le garçon a pu esquiver son tir. Soudain, il remarque que le bouclier a disparu. Mais il est trop tard. Oscar est déjà suffisamment prêt pour lui tirer une balle entre les deux yeux. Tout ce que Jack peut demander, c'est comment c'est possible. Le protagoniste dit alors qu'il ne comprendrait pas, même s'il entendait l'explication. Et donc après avoir vaincu son adversaire, il décide d'inspecter le revolver, qu'il avait extrêmement irrité en raison de ses triples enchantements. Dans ses pensées, le protagoniste admet que l'arme est incroyable. Les balles n'ont pas transpercé son bouclier parce qu'il l'a renforcé, réduisant la friction et augmentant l'amélioration interne. Mais si cela n'avait pas fonctionné, il serait certainement au sol. Donc s'il devait faire plus de recherches sur les armes modernes, la deuxième priorité, bien sûr, est de sauver Frank et Ivan, car il est certain qu'il y avait 4 ennemis. Et comme il en a affronté 3, il en reste encore un. Il ne lui reste donc plus qu'à prier pour que son ami tienne encore un peu. On voit le garçon à la barbe bleue supplier Ivan de sortir de là, car il ne pourra pas se battre correctement s'il doit s'inquiéter pour lui. Ivan accepte et recule en demandant au garçon de faire attention. Devant Frank, un autre homme dit qu'il raconte de jolis petits mensonges. Le garçon demande alors pourquoi son adversaire ne s'en est pas pris à Ivan. Souriant, l'homme aux yeux jaunes demande quel genre de personne resterait en arrière juste pour survivre seul. Il déclare ensuite que le vieil homme est effectivement sa cible. Il a toujours été curieux de savoir ce qu'il y a de si spécial chez un mage, alors il veut éliminer Frank en premier. Il charge, mais le garçon aux cheveux bleus parvient à l'esquiver. Se rapprochant à nouveau, l'ennemi dit que c'était trop facile, puis demande au garçon de faire quelque chose de plus audacieux, et de lui montrer pourquoi tout le monde craint les mages des 4 grandes tours. Alors qu'il réussit à porter un coup de couteau,
l'homme réalise que quelque chose ne va pas, parce que cela ne ressemble pas à frapper un humain. On voit que Frank a réussi à attraper l'arme de son adversaire d'une main et à contre-attaquer de l'autre. L'homme s'effondre au sol. Du jus de fraise coule de sa bouche. Le garçon aux cheveux bleus s'excuse et dit qu'il a une maladie un peu particulière, tout en montrant clairement sa surprise face à ce qu'il vient de faire et en manquant de marcher sur l'homme lorsqu'il avance. Oscar, qui observe tout depuis sa cachette, réalise que Frank est un mage d'un genre particulier, car il a la magie de transformer une partie de son corps en vent, ce qui le rend immunisé contre les attaques physiques. Étonné, il se dit qu'il n'a jamais vu cette magie rare que dans de vieux livres, dans des archives qui parlent du 7e maître de la tour magique, qui était un mage spécial et possédait le même genre de pouvoir. Frank est surpris lorsqu'il voit le protagoniste s'approcher. Oscar dit qu'il a fait du bon travail, puis demande où il a laissé Ivan. Paniqué en se rappelant l'homme, Frank se met à crier son nom. Toujours plongé dans ses pensées, Oscar se dit que s'il entraîne Frank, le garçon développera une compétence puissante qui pourrait rivaliser avec des dizaines de grands mages. À l'aube, nous retournons à la cabane du vieil homme où Ivan, serrant dans ses bras le garçon aux cheveux bleus, déclare que sans lui, il n'aurait plus jamais revu le lever du soleil. Acquiesçant, le protagoniste déclare que sans Frank, les choses seraient devenues vraiment compliquées, ce qui rend le garçon si timide qu'il rougit. Frank demande si tout est terminé maintenant, mais Ivan répond que non, car Paul n'abandonnera pas après une seule tentative. D'autant plus que c'est la meilleure terre de Surin, et parce que la fertilité des autres terres a considérablement diminué à cause des usines. Si l'industrie commence à se développer près de ces champs, le jour viendra peut-être où la résistance n'en vaudra tout simplement plus la peine. Car si le sol devient infertile, il ne pourra plus cultiver d'herbe. Oscar dit alors qu'il a une question à poser. Il veut savoir si l'homme est si fidèle à la Tour Blanche à cause d'une promesse qu'il a faite au 4e maître, Reynold. Surpris, Ivan écoute le protagoniste dire qu'il y a longtemps, les herboristes étaient considérés très différemment. Considérés comme des sorcières, elles menaient une vie nomade pour éviter d'être capturées, jusqu'au jour où le 4e maître de la Tour Blanche apparut et les accueillit, les invitant à venir à Suririn, qui serait leur demeure éternelle et l'endroit où personne ne les regarderait de haut. Nourrissant sa modestie, Oscar dit avoir lu l'histoire dans un livre. En souriant, Ivan dit qu'après cela, des herboristes de tout le continent ont commencé à se rassembler à Suririn, et que la Tour Blanche leur a donné un foyer et la fierté de leur peuple. C'est pourquoi ils ne pouvaient jamais les abandonner. S'inclinant devant l'homme, le protagoniste le remercie pour ses années de service, affirmant que la Tour Blanche le soutiendra à partir de ce moment. Ivan dit ensuite que si quelque chose lui arrive, la famille impériale agira, mais il n'est pas sûr qu'elle arrivera à temps. Oscar lui dit de ne pas s'inquiéter, car la famille se déplacera aussi vite que Light, car c'est le jour même où il va les rencontrer pour signer l'accord sur les vaccins. Pendant ce temps, dans le bureau de paix, on entend quelqu'un crier à l'intérieur d'une pièce. Tandis qu'un groupe d'individus en uniforme sombre ordonne à quelqu'un de ne pas bouger, on voit que devant Paul se tient le commissaire Walker du ministère impérial de l'Intérieur. L'homme en costume blanc est au sol, paniqué. Walker l'informe alors qu'il est en état d'arrestation pour tentative de meurtre, chantage et une longue liste d'autres crimes. Paul se met à crier, affirmant qu'il est innocent et que tout cela n'est qu'une erreur. Mais Walker dit que ce sont eux qui seront les juges. Doux et froid, Paul réalise que ce n'est pas quelque chose qu'il peut gérer seul. Il doit contacter quelqu'un en particulier. Essayant de gagner du temps, il demande la permission de fumer un cigare. Refusé, Walker ordonne aux gardes de le menotter et de le traîner dehors. Désespéré, Paul crie que c'est une erreur et demande à Walker s'il sait qui est derrière lui. Le commissaire répond que non, mais que si c'est le cas, cette personne a intérêt à être plus forte que l'empereur lui-même. Paul cesse de résister et accepte d'être emmené. Pendant que le surintendant fume son cigare, après tout, les criminels ont bon goût. Un autre garde s'approche et demande qui est responsable d'une telle arrestation en une seule journée. Walker dit que l'ordre est venu d'en haut parce que l'empereur aime la Tour Blanche, mais il ajoute que c'est une affaire d'adultes. Regardant par la fenêtre, le chef de l'armée demande pourquoi son supérieur a toujours autant d'affection pour la tour. Étant donné que l'endroit n'a pas la capacité ou le droit de recevoir ce genre de traitement spécial sans quitter la fenêtre des yeux, il demande quel âge a Doan. En s'approchant, le jeune homme répond qu'il a 23 ans, ce qui signifie qu'il y a 20 ans il avait 3 ans, tandis que Walker en avait 12, juste assez pour être témoin du moment où l'humanité a gagné sa véritable liberté après la victoire dans la guerre contre les démons, tout cela grâce à l'existence de la Tour Blanche. C'est pourquoi ses supérieurs entretiennent toujours des attentes vis-à-vis de cet endroit. Se retournant, l'homme informe le garçon qu'ils doivent s'arrêter à un autre endroit, car la mission n'est pas encore terminée, et qu'ils doivent maintenant se diriger vers l'ouest pour donner un ordre aux usines situées près de la rivière Bulf, afin de les empêcher de déverser illégalement des polluants. Walker révèle dans ses pensées qu'il vient d'ajouter cet arrêt, car, même s'il ne connaît pas la Tour Blanche, c'est sa façon de remercier les mages du lieu d'avoir traité avec le gang du pistolero Jack. Nous retournons voir la tour où Oscar et Frank célèbrent la victoire. Le protagoniste dit qu'il va rencontrer le vice-maître de la tour et demande si son ami aimerait l'accompagner, le laissant légèrement sous le choc. S'échappant, Frank dit qu'il a un rendez-vous et lui dit au revoir. Amil s'approche et demande s'il a vu le garçon aux cheveux bleus il y a quelques secondes à peine, et notre garçon confirme. Il explique ce qui s'est passé et souriant, le vieil homme dit que dans tous les cas, Oscar résout quelque chose d'important cette fois. Il aimerait donc en savoir plus sur la mission dans ces quartiers, et le garçon dit qu'il était en route. Ils se dirigent tous les deux vers la tour. Rapidement, le protagoniste se rend compte que quelque chose ne va pas. Amil demande alors s'il a entendu quelque chose à propos de Frank. Notre garçon nie et demande ce qui s'est passé,
et le vieil homme dit qu'il a reçu un message de la famille Sirius. Pour informer qu'ils acceptent le garçon confus, Oscar demande si le jeune homme a accepté de quitter la Tour Blanche. Hamil dit qu'il n'en est pas sûr car le message disait que des négociations allaient désormais être menées avec Frank. Il ne connaît donc pas les détails. Ensuite, nous voyons le jeune homme aux cheveux bleus dans sa chambre lorsque quelqu'un frappe à la porte. En entendant qu'ils peuvent entrer, Oscar apparaît et demande qui est Grank, le plus jeune fils de la plus grande entreprise de l'empire commercial de Frank en Syrie, et ce que le jeune homme compte faire. S'excusant, Frank dit qu'il doit reprendre son poste dans l'entreprise, puis épouser quelqu'un qu'il ne connaît pas, mais qui aidera sa famille. Le protagoniste demande si le garçon est d'accord avec ça, et il dit oui. Après tout, la fille est jolie, gentille et issue d'une famille noble. Notre garçon dit alors qu'il ne parle pas du mariage, mais plutôt du fait qu'il a abandonné la magie. En faisant sa valise, Frank dit qu'il ne peut rien faire. Après tout, même s'il pensait être très spécial, il est allé dans la tour la plus faible avec de très grandes ambitions. Mais il ne peut même pas subvenir à ses besoins, il comprend donc le point de vue de sa famille et veut qu'il revienne dans l'entreprise. Oscar attire l'attention du garçon et il demande si c'est parce qu'il a dit que la tour blanche était faible. Cependant, notre garçon dit simplement qu'il a du talent. Le jeune homme le remercie, mais le protagoniste insiste sur le fait qu'il est sérieux et lui demande s'il aimerait essayer quelque chose pour devancer le serpent. Soudain, le frère de Frank apparaît à la porte, le laissant sous le choc. L'homme dit qu'il a 5 minutes et qu'il l'attendra en bas pour pouvoir finir de lui dire au revoir. Soudain, notre garçon demande combien il veut laisser le garçon aux cheveux bleus rester. En se retournant, un homme lui demande qui il pense être pour demander ça, et Oscar se présente. En tant que responsable de la création du médicament, le frère de Frank se présente également comme Grank Sirius, l'aîné des fils de la famille. Sans hésiter, notre garçon dit qu'il a un marché à proposer, mais l'homme dit que c'est trop imprudent, car un enfant ne peut pas conclure un marché avec la famille Sirius. Se tenant droit, Oscar dit qu'il fera de Frank l'un des meilleurs mages de la Tour Blanche d'ici 2 ans, ce qui sera très bien pour la famille. Sans montrer beaucoup de réaction, Grank demande quelle sera la pénalité en cas d'échec. Le protagoniste dit alors qu'il remettra les 50 prochaines années du vaccin et du médicament contre la grippe à sa famille, s'assurant également que le vice-maître de la tour sera leur notaire. L'homme aux cheveux blancs demande alors pourquoi il fait tout cela pour Frank, et si c'est juste par amitié. Notre garçon dit alors que c'est manifestement parce que le jeune homme est digne. Il a donc besoin du garçon pour restaurer la réputation de la Tour Blanche à ce qu'elle était à son apogée dans moins de 5 ans. Grank dit que même si le garçon est jeune, il ne semble pas si naïf en tant qu'homme d'affaires, mais qu'il ajoutera une condition même s'il trouve l'offre intéressante, car il accorde plus d'importance à la confiance qu'à l'argent, et ne fait pas d'affaires avant que quelqu'un ait prouvé sa valeur. Il aimerait donc proposer un duel entre le garçon et un chevalier de niveau 5 qui est son garde, où il ne peut pas utiliser la capacité de QI d'épée. Oscar se rend compte que Grank n'est pas prêt à abandonner Frank. En quittant la pièce, l'homme dit qu'il le verra demain midi. Paniqué, le jeune homme aux cheveux bleus demande ce qu'il doit faire maintenant et s'il est encore temps d'annuler. Après tout, son frère ne fait cela que parce qu'il veut voir Oscar se faire tabasser par colère. À sa grande surprise, le protagoniste déclare qu'il pense qu'il est possible de remporter le duel, puis demande au jeune homme s'il pense qu'un mage de niveau 4 pourrait l'emporter. Après tout, il est possible de faire passer un mage déjà établi du niveau 3 au niveau 4 en 24 heures, puisque Grank n'a pas dit qu'il devait gagner seul, mais juste prouver ses capacités. Il va donc transformer Frank en mage de niveau 4 pour garantir son séjour à la tour. Nous sommes emmenés dans la salle d'entraînement au 40e étage, où le jeune homme aux cheveux bleus n'est pas sûr du plan. Confiant, Oscar demande simplement au jeune homme de maintenir sa posture corporelle naturelle et, les yeux fermés, de faire circuler du mana dans tout son corps. Soudain, la main de Frank se met à briller. En s'approchant, le protagoniste indique des points stratégiques, montrant où se produisent les zones de perte de mana lorsque le jeune homme effectue le processus de circulation. Dubitatif, Frank demande s'il est vraiment possible de monter de niveau simplement en réglant ce problème. Oscar dit oui, et que c'est quelque chose qui ne concerne que 0,1% des archéologues, donc son ami devrait s'entraîner tous les matins. Puis Oscar accable Frank d'explications. Malgré tout, le jeune homme dit avoir compris. Le protagoniste lui demande alors de lui montrer la magie qu'il a utilisée pendant le combat dans le champ d'herbe. S'excusant, le mage dit qu'il ne peut pas, et non par confiance, mais parce qu'il a peur. Ernest laisse notre garçon intrigué. Frank révèle qu'il est autrefois mort en utilisant ce type de magie, car en grandissant, il a subi de plus en plus de pression de la part de sa famille et a commencé à chercher quelque chose que personne d'autre ne pouvait faire. C'est ainsi qu'il a découvert qu'il pouvait transformer tout son corps en vent, ce qui le rendrait très puissant. Cependant, après avoir eu une pensée imprudente et pensant qu'il était prêt, il a fini par perdre le contrôle et a complètement échoué, ce qui a rendu son mana complètement incontrôlable. Sa chance était que le maître de la tour passait par là et l'empêchait de cesser d'exister. Cependant, la sensation de son âme brisée en des centaines de morceaux le hante encore aujourd'hui et il ne l'a utilisé que pendant le combat. Car dans les situations dangereuses, la capacité s'active automatiquement, ce qui le fait se sentir pathétique. Oscar dit alors qu'il n'y a rien de pathétique à cela, puisque de nombreux mages sont confrontés à des problèmes similaires. Mais la solution la plus simple pour lui est d'apprendre à contrôler son mana d'une manière qui ne demande pas autant d'efforts à son niveau. Frank demande ce que le garçon continue de dessiner sur le sol et s'il envisage de faire un pacte avec un démon. Niant les faits,
Oscar dit qu'en réalité il invoque un esprit du vent pour le transplanter dans son corps. Après un certain temps, on voit que Frank est d'accord et qu'il crie maintenant et appelle l'esprit du vent. Cependant, rien ne se passe. Le protagoniste dit que l'affinité d'utilisation avec les esprits est vraiment très faible. Le mage dit alors qu'il a senti une brise, mais Oscar prétend que c'était juste son côté. Mais il dit au garçon de ne pas être déçu, car peu d'humains ont une affinité spirituelle. Désespéré, Frank demande ce qu'il va faire maintenant s'il n'arrive même pas à invoquer un esprit. Le protagoniste lui répond alors qu'il existe un autre moyen, par le biais d'une cérémonie d'invocation d'esprit qu'il a apprise lors d'une visite au royaume des elfes dans sa vie passée. Il demande au jeune homme de s'écarter, car il va essayer. Se positionnant au centre du cercle, le protagoniste déclare que le roi des esprits se souviendra de lui. On découvre qu'il y a longtemps, le rituel ne se déroulait pas dans une salle d'entraînement, mais devant le plus grand arbre du monde. Lorsqu'il invoque l'esprit, une tempête de vent commence à se former, obligeant Frank à se protéger le visage avec ses bras. Soudain, l'esprit du vent apparaît et dit que c'est la première fois en 27 ans qu'Oscar l'invoque. Allant droit au but, notre garçon dit qu'il aimerait conclure un contrat et demande si l'entité a besoin de quelque chose. Cependant, l'homme dit qu'une telle formalité n'est pas nécessaire, puis demande au garçon s'il veut nouer un lien d'amitié avec l'esprit du plus haut niveau, Célestine. Le protagoniste nie et dit qu'il aurait dû expliquer la situation plus tôt, car ce n'est pas lui qui a besoin d'un esprit, mais plutôt le jeune homme derrière lui. Le lendemain, dans la salle de duel, Grant demande si le vice-maître de la tour a bien dormi. Il répond que oui, et qu'il est d'accord avec le contrat, car l'inventeur du chien est très têtu. S'avançant, Lasley Morgan se présente comme un chevalier de niveau 5. Le protagoniste fait de même, et il se serre la main. Expliquant le duel, Grant déclare que les deux jeunes hommes doivent essayer de prendre le collier de l'autre. Mais si 5 minutes passent et que personne ne gagne, on considérera que son homme a perdu. Tenant le collier, Oscar dit qu'il est prêt, mais que ce ne sera pas lui qui se battra. Frank arrive enfin dans la salle, ce qui laisse Grant assez confus. Oscar explique que le jeune homme lui a demandé de montrer ses capacités, et qu'il le fera, grâce à ce qu'il a appris au jeune homme aux cheveux bleus. Sans issue, le frère de Frank dit que c'est de sa faute s'il n'a pas précisé qu'Oscar devait se battre personnellement, mais qu'il ne se laissera pas faire. Le protagoniste lui répond alors que c'est bien ainsi, après tout. Un mage de niveau 4 ferait mieux qu'un de niveau 2. Choqué, Grant demande comment son frère a pu monter de niveau en une journée, mais le garçon lui répond que cela fait partie de ses capacités. Irrité, le fils aîné de la famille Sirius ordonne à son chevalier de tout donner, tandis qu'Oscar dit à Frank de ne pas avoir peur et de simplement faire ce qu'il a appris la veille. Jetant un coup d'œil en biais, le jeune homme dit qu'il comprend et qu'il reviendra victorieux. Voyant le garçon s'approcher, le chevalier lui dit que cela fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Sans hésiter, Grant engage le duel. On voit que le jeune homme aux cheveux bleus a décidé de faire le premier pas, face à Lasley, qui tient fermement son épée. Dans ses pensées, Frank se demande comment l'homme a autant de pouvoir, même sans utiliser la capacité de caille de l'épée. Mais maintenant, il ne peut pas abandonner, même s'il est mort de peur. Oscar devient nerveux en voyant la réaction initiale de ses élèves, et se souvient du moment où il a déclaré qu'il aurait besoin du garçon pour rendre la Tour Blanche à nouveau célèbre, ainsi que du moment où le jeune homme a sauvé Yvan. Nous voyons que Frank décide de lancer son sort de lame de vent, se disant dans son esprit que pour la première fois quelqu'un lui a dit qu'il avait besoin de lui. Il doit donc répondre aux attentes placées en lui. Tout en se défendant contre l'attaque, Lasley se dit que le garçon s'est amélioré, se demandant si c'est ce que l'on ressent face à la technique de contrôle de l'épée autrefois utilisée par la nation de l'Est, concluant peu après qu'il est temps d'arrêter de se contenter d'observer. Passant la nuit à le charger, Frank se demande comment il va bloquer ce coup, choisissant de lever une main faite devant. Surpris, Grant demande si Oscar a utilisé une méthode interdite pour faire grandir le garçon comme ça. Mais le garçon dit qu'il a utilisé une méthode très sûre et solide. Nous revenons à la bataille où Lasley déclare que Frank n'est pas adapté au style du mage de combat. Bientôt viendra le moment où se blesser sera un soulagement, car cela lui permettra de rester dans l'organisation et de ne plus jamais être dévoré par sa propre magie. Soudain, Oscar dit que c'est terminé, ce qui fait écarquiller les yeux de Grant. Ne comprenant rien, l'homme se demande pourquoi le protagoniste sourit. On revient à la nuit précédente, lorsque la transplantation spirituelle venait de se terminer, et que Frank était allongé sur le sol, debout. Oscar dit que le garçon doit surmonter complètement son traumatisme pour utiliser librement la capacité. Mais il est toujours possible de gagner s'il utilise 100% du dieu du vent. Car transformer le corps en vent n'est pas tout ce que le dieu du vent peut faire. Dessinant sur un tableau noir, un garçon dit que c'est la véritable partie du super pouvoir appelé unification, qui permet à tout ce qui touche le corps du garçon de tourner, quelque chose qu'il doit cacher jusqu'à la fin du combat. Car gagner quand tout semble perdu est plus excitant. On voit que lorsque Frank a dépassé Lasley, il a réussi à utiliser la ruse et à arracher le collier, ce qui laisse le chevalier sous le choc. Frank fixe le collier avec un pendentif rouge, montrant lui aussi son incrédulité face à ce qu'il vient de faire. Levant les bras, il crie qu'il a enfin compris. Il s'approche. Grant se dit que ce n'est pas possible que le garçon ait réussi à utiliser le dieu du vent. En riant, Amil dit que le match est terminé et demande à l'homme s'il est d'accord avec le résultat. Oscar ne peut que sourire et saluer son ami, qui est devenu beaucoup plus fort en une seule journée. Ce souvenir fait réfléchir le fils aîné de la famille sérieuse, et il admet sa défaite peu de temps après. L'aîné dit que c'est dommage que le garçon ait fait tout ce chemin juste pour partir si vite. Mais Grant demande simplement au vieil homme de bien prendre soin de son frère. En regardant Frank, il dit que le garçon a un peu grandi. Le jeune homme fait semblant de ne pas avoir entendu et l'autre lui dit de laisser tomber. Tout le monde regarde le mec s'éloigner. En regardant son apprenti,
Oscar dit que le garçon est vraiment drôle de faire semblant de ne pas avoir entendu le compliment. Le lendemain, on retrouve Frank sous le choc à l'entrée de la salle d'entraînement, qui ressemble plus à l'entrée d'une prison. Le protagoniste dit qu'il y a longtemps, c'était exactement ce qu'il s'était passé. Ne comprenant pas, le jeune homme aux cheveux bleus lui demande pourquoi il a besoin de faire un entraînement en isolement. Oscar lui répond alors que c'était une recommandation d'Amil, que le garçon devrait donc en profiter pour mieux assimiler tout ce qu'il s'est demandé et arrêter de faire le bébé, car il ne va pas mourir. Les yeux larmoyants, Frank demande s'il est sûr, et le protagoniste dit oui et lui dit au revoir, refermant la porte juste après tout, en s'excusant mentalement, car c'est lui qui a demandé le test. On est transporté dans la nuit qui suit le duel, lorsque le protagoniste demande à l'aîné de mettre le jeune homme en entraînement en isolement pendant 30 jours. Souriant, le vieil homme accepte, car ils auront besoin du garçon dans un mois. Comme l'a déclaré l'entreprise de la famille de Frank, elle offrira désormais gratuitement tout son réseau de distribution à partir de ce moment-là. Dans ses pensées, le protagoniste déclare que la compagnie doit finaliser les calculs rapidement, déclarant à voix haute que c'est vraiment une bonne nouvelle. Amil révèle alors qu'il a une requête, car il aimerait que le protagoniste fasse une conférence. Oscar dit que ce n'est pas quelque chose qu'il ne peut pas faire, mais qu'il préfère se concentrer sur le département des potions pour le moment. Il aimerait donc savoir s'il y a une raison particulière pour laquelle les mages de la tour doivent devenir plus forts en peu de temps. L'aîné dit que le garçon comprend très vite et demande s'il a entendu parler de la nuit du mage. Nous découvrons que c'est un jour où tous les mages de chaque tour se sont réunis pour montrer leurs connaissances et leurs compétences en harmonie. Cependant, dans la pratique, cela n'a jamais eu lieu, et tout le monde a fini par se battre, ce qui a conduit à l'annulation de l'événement après quelques années. Intrigué, Oscar demande si l'empereur prévoit de ramener le chevalier du mage. Confirmation. Amil dit que les détails seront annoncés au Nouvel An et il s'inquiète pour la Tour Noire, qui veut devenir l'une des 4 principales tours magiques, mettant ainsi en danger la Tour Blanche. Nerveux, le protagoniste dit qu'il donnera la conférence avec une expression étrange. Après la conversation, nous voyons le garçon sur le campus au 36e étage de la Tour Magique, réfléchissant à ce qu'il a entendu concernant la Tour Noire, et que la cérémonie des esprits de bas niveau était vraiment un coup de génie. Nous revenons dans le passé au moment où Oscar parlait avec l'esprit, qui était furieux de la demande. C'est alors qu'il révéla par magie qu'il était Oscar Sage. Le grand esprit plisse les yeux, puis les écarquille, lorsqu'une entité féminine apparaît et demande qui est le garçon, pour que le roi des esprits donne un ordre. S'inclinant, l'esprit dit que l'entité l'a autorisé, mais que ce ne sera pas un contrat, ce sera une simple transplantation. De plus, elle a envoyé un message à Oscar pour qu'il n'oublie pas sa promesse. Dans ses pensées, le protagoniste dit qu'il tiendra parole, puisqu'il a pu sauver beaucoup de gens de la Tour Blanche grâce à elle. Alors, vas-y, assure-toi de lui rendre l'appareil avec des intérêts. Mais avant ça, il doit s'occuper un peu plus de sa famille. On voit un garçon aux cheveux roux, heureux de voir un visage familier, puis il demande si c'est un cours pour les élèves de niveau 3. Une jeune femme dit alors qu'il va peut-être donner des cours de base. Une autre fille apparaît, affirmant qu'il est peut-être vrai que la Tour Blanche a plus d'argent maintenant, et que c'était l'endroit où se déroulait le séminaire d'observation impériale, donc l'orateur doit être quelqu'un de spécial. Une voix demande alors à la fille de ne pas le faire rire. C'est Damian Proud, qui n'est visiblement pas très emballé par le cours. La fille aux cheveux roses dit alors qu'il est trop négatif. Le jeune homme répond que si c'était un cours important, il aurait préparé un cours de haut niveau tout comme les autres tours. Donc, si c'était si important, le noble génie de niveau 2 serait là aussi. Soudain, une voix interrompt la conversation. Les élèves restent alors sans voix. En entrant dans la salle, Oscar dit « C'est un plaisir de rencontrer tout le monde » et qu'à partir de ce moment-là, il sera le professeur de réinterprétation magique. Les élèves restent bouche bée, tandis que le protagoniste dit qu'il sait que beaucoup d'entre eux sont déçus qu'il soit l'orateur. On se rend compte que notre garçon a visé, juste en voyant les pensées des élèves furieuses et indignés. Oscar dit alors qu'ils ne sont plus des élèves de l'académie sous le contrôle des professeurs. Mais il y a une condition. Chacun doit prouver ses capacités en démontrant qu'il n'a pas besoin d'apprendre dans les 10 minutes qui suivent l'explication de sa non-visite à ses cours. Donc, une condition très simple. Un garçon se demande si le jeune homme est fou de vouloir les empêcher de partir sans passer le test au préalable, tandis que les autres élèves montrent des signes de fureur. Damian conclut qu'Oscar essaye en gros de les convaincre de suivre le cours en se basant sur le fait qu'ils ne sont pas capables. Pendant ce temps, le protagoniste se dit qu'il a volontairement laissé quelques trous dans le sort, mais cela ne veut pas dire que ce sera facile. Après un certain temps, on constate que personne ne s'est approché. Soudain, le garçon blond crie depuis le fond de la salle qu'il a réussi, ce qui surprend notre garçon puisque le jeune homme s'était enrôlé parmi les mages de niveau débutant. Il se lève malgré tout et félicite Damian. Les autres élèves commencent à protester, mais le protagoniste dit que le test est terminé et que le seul à avoir réussi est le garçon blond. En souriant, le garçon dit que dans ce cas, il n'a pas besoin de suivre le cours et Oscar le confirme. Cependant, on voit que Damian est devenu curieux de savoir ce qui sera enseigné dans les prochaines leçons. De nouveau assis, le protagoniste dit qu'il donnera un prix au jeune homme pour avoir été le seul à réussir, puis lui demande quel sort il préfère. Sans hésiter, Damian répond que c'est coupe-vent. Oscar lui demande alors de faire une démonstration. Après avoir fait ce qui lui a été demandé, le garçon blond demande si cela suffit. Souriant, son garçon dit que c'est cool, mais il va maintenant lui apprendre le vrai coupe-vent, car selon ses critères, cette exécution est au mieux une très mauvaise version. Il y a 2 problèmes principaux. Damian est surpris lorsqu'une de ses lames est arrêtée d'une seule main. Oscar dit alors que d'abord ce sort n'est pas fait de vent,
et il veut savoir ce que le garçon pense du vent. Gêné, le mage dit que c'est de l'air en mouvement. Affirmant qu'il a tort, le protagoniste explique que l'air n'est du vent que s'il est en mouvement et qu'il circule en continu. Donc, ce que Damian a fait n'était pas un coupe-vent car l'air qui ne circule pas perd rapidement sa forme. Tout comme la magie de la tour blanche, ce qui provoque la destruction définitive du coupe-vent. Pour répondre au deuxième problème, Oscar dit qu'il serait plus utile que le garçon réduise la quantité de mana qu'il utilise pour lancer le sort, révélant ainsi que l'on peut en apprendre beaucoup sur une personne rien qu'en observant la façon dont elle utilise la magie, y compris son passé. Par exemple, si Damian est de la famille Proud, il a dû voir leur magie en grandissant et a commencé à la copier même sans avoir le niveau requis, ce qui l'a amené à utiliser plus de mana que nécessaire pour lancer coupe-vent, une habitude qui lui est restée jusqu'à présent. Maintenant qu'il a la possibilité de régler ses problèmes, c'est dommage qu'il ne veuille pas suivre les cours. Le jeune homme semble à son tour avoir changé d'avis en se retournant vers son siège. 3 semaines plus tard, on voit quelqu'un parler de certaines rumeurs, disant qu'Oscar est un instructeur étoile complet, utile même pour les mages de niveau 4 et 5, bien qu'il ait commencé par enseigner à des mages de niveau inférieur. Un garçon lui demande s'il doit également aller au cours, tandis qu'un autre dit qu'il attendait juste qu'il le lui demande, car il faut faire la queue à l'avance pour entrer. Après la conversation, plusieurs mages se lèvent, et dans la salle de classe, on voit que la séance est bondée, y compris Maxime, qui est assis sur une chaise au fond. Oscar arrive et salue tout le monde, révélant que le sort du cours d'aujourd'hui est très important. C'est donc une bonne chose de voir une salle pleine, car il va enseigner le sort que les mages considèrent comme le plus important. Dans ce cas, le sort du vent. Entendre cela tue l'enthousiasme des élèves, car ce sort est le plus basique de tous, quelque chose que même les membres non blancs de la tour peuvent apprendre. Maxime lève la main et demande si Oscar est sérieux lorsqu'il s'agit d'enseigner cela, même après avoir rassemblé autant de personnes. Avec audace, le protagoniste demande à l'aîné de faire la démonstration du sort. Rapidement, l'homme obéit et invoque une rafale de vent qui ébouriffe les cheveux de tout le monde. Après l'avoir remercié, notre garçon appelle Amy et demande à la fille de faire le même sort. Même sans comprendre pourquoi elle a été choisie, la fille lance le sort, qui atteint le visage du garçon avec douceur et chaleur. Oscar demande ensuite si quelqu'un connaît la différence entre les deux sorts, ce qui incite plusieurs élèves à donner leur avis. Cependant, celle qui a raison est Verica, qui était assise tranquillement au fond et qui parlait très doucement. Le protagoniste confirme que, comme l'a dit la fille, la différence entre les sorts réside dans le tempérament de mana. Bien que le processus de formation et de lancement de la magie soit le même, l'un était chaud et l'autre était doux, ce qui signifie que ce n'était pas le même vent. Prenant un morceau de craie, le protagoniste demande qui comprend ce qu'est le tempérament de mana. Il déclare que pour comprendre le concept, il est nécessaire de connaître les racines de la tour blanche, autrement dit, l'équilibre que représente également la tour bleue, contrairement aux tours rouges et dorées, qui sont fortes et rapides et donc peu harmonieuses. Cependant, il existe des conditions qui différencient la tour blanche de la tour bleue, comme par exemple les conditions requises pour que l'eau bout, ce qui est assez simple mais encore plus simple, est de produire un vent chaud qui se fond plus facilement dans l'environnement et se transforme comme un caméléon. Soudain, tous les élèves commencent à avoir froid. Oscar dit alors que le vent est plus libre que tout autre élément, capable de créer une force aussi forte que les flammes de la tour rouge, aussi rapide que l'éclair de la tour dorée, ou possédant une forme aussi libre que l'eau de la tour bleue. Ainsi, seul le vent peut être en harmonie avec quoi que ce soit dans le monde, ce qui signifie que les mages de la tour blanche doivent toujours faire attention à la nature de leur vent. Après avoir terminé l'explication, Oscar énonce le point central de la leçon, le genre d'entité que tout le monde croit être le vent. Soudain, quelque chose attire l'attention de notre garçon, nous pouvons voir que quelque chose ne va pas avec Maxime. Désespéré, Oscar dit à tout le monde de ne pas toucher l'aîné.